Le podcast de cette semaine est une présentation de Mathieu Lavigueur, courtier hypothécaire, groupe Excelia. Pourquoi jongler avec la variété de produits et les plages horaires restreintes des institutions bancaires quand Mathieu peut simplifier l'accès aux différentes sources de financement selon vos disponibilités, à votre domicile ou de votre cellulaire via l'application mobile, et ce, sans frais pour la majorité des dossiers. Que ce soit pour votre premier achat, un refinancement ou avoir un meilleur taux d'intérêt à votre renouvellement d'hypothécaire, Mathieu mettra à votre disposition les meilleures options pour votre situation. Essaye dès maintenant son application puis télécharger ses outils hypothécaires et accéder à tous les outils premium pour planifier votre prêt hypothécaire. Que ce soit pour calculer les coûts totaux de possession d'une maison, estimer l'escompte minimum dont vous avez besoin, calculer les taxes sur les transferts de terrain et de remises disponibles. Est-ce juste le dire, ça me bosse le cerveau. C'est pour ça qu'il faut faire affaire avec un professionnel et c'est Mathieu Lavigueur. Sur ce, bonne écoute! Salut tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Juste avant de commencer le podcast, j'aimerais dire encore une fois un gros merci à notre commanditaire de cette semaine, Mathieu Lavigueur. Fait qu'un gros merci à Mathieu de nous encourager le What's Up Podcast puis de nous avoir choisi, c'est super apprécié. Notre invité de cette semaine est nul autre que Mathieu Bock-Côté. Et oui, un gros merci à Mathieu Bock-Côté qui est super sympathique, hein? Tu sais, pour ceux, tu sais, des fois que si on lit ou on le voit à la télévision, tu sais, que ce soit du côté en France ou au Québec, tu sais, des fois, il est très dans un cadre protocolaire, tu sais, où il parle de sujets sérieux. Puis c'était le fun de le voir là un peu plus décontracté, surtout le contraste entre moi et lui. Tu sais, les deux on parle le français, mais on dirait qu'on parle pas la même langue là. Fait que ça a été, j'ai eu vraiment du fun. Il a répondu à toutes mes questions, il a embarqué dans le podcast, même vers la fin. J'ai posé des questions un peu plus personnelles, tu sais, pour qu'on apprenne à le connaître, pour qu'on apprenne à savoir c'est quoi ses intérêts autres que la politique, puis l'actualité, puis les enjeux sociaux, tu sais. Fait que ça a été vraiment très intéressant, je trouvais ça. Fait que c'est ça, dans le podcast, on parle beaucoup de ça, de politique, d'enjeux sociaux. Et là, tous ceux qui l'aiment pas, encore une fois, je tiens à le répéter, le chicanez-vous pas dans les commentaires, là, ça donne à rien. Moi, je vais quand même continuer à inviter des fois du monde que vous aimez pas, ok? Puis ça va absolument rien changer. Fait que si vous aimez pas Mathieu, allez écouter d'autres choses. Tu sais, j'ai fait 2 podcasts avec Gabriel Nadeau-Dubois, j'en ai fait d'autres avec Farnel Morissette ou Catherine Fournier, tu sais, du monde peut-être qui va plus se rejoindre vos centres d'intérêt ou vos valeurs, là. Ou sinon, j'invite tout le monde à, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, à juste l'écouter puis laisser la chance aux coureurs, tu sais. Des fois, je trouve que c'est important, des fois, se confronter dans nos propres idées, puis des fois, on peut en ressortir grandi de ça, ou des fois, ça fait juste nous reconfirmer qu'est-ce qu'on pensait déjà de base. Fait que, bref, essayez de pas vous chicaner dans les commentaires. Sinon, c'est ça. Un gros merci à Mathieu Bock-Côté. C'est super apprécié. C'est ça, j'ai bien aimé le gars. Il est drôle. C'est un intellectuel funny, moi, je trouve. Il me faisait rire avec son doigt. Non, mais... Je trouve qu'on est très chanceux de l'avoir au Québec. Hein? Je trouve qu'on est très chanceux de l'avoir au Québec. Fait que bref, un gros merci à Mathieu Bock-Côté. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous rappeler encore une fois que si vous aimez le podcast, vous voulez m'encourager, bien important, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Moi, c'est ma seule source de financement. Fait que si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, allez vous abonner. Il y a toutes sortes de forfaits. Hein, il y en a à 3-4 piastres. C'est pas grand-chose pour vous autres. Puis pour moi, ça fait toute la différence. C'est ça qui me permet de pouvoir m'équiper puis pouvoir toujours
upgrader, monter le niveau de qualité du podcast. Là, j'ai commencé à faire du vlog, fait que il va y avoir des vidéos de vlog bientôt sur ma chaîne YouTube. J'ai bien hâte de vous montrer ça. L'avantage Patreon, c'est que vous n'avez pas à attendre que le podcast sort à une fois semaine de façon chronologique. Fait que vous n'avez pas à attendre que les podcasts sortent. Vous l'avez aussitôt qui est prêt pour les membres Patreon. Là, en ce moment, il y en a un avec André Gélina qui est un détective sergent au SPVM à la retraite. Il y en a un autre avec Wally, il y en a un autre avec Guillaume Dulude aussi, qui est tout disponible pour vous autres, pour les membres Patreon. Si vous voulez m'encourager, mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière, c'est bien correct, il n'y a aucun problème, tout le support est apprécié, mais juste allez vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer, laissez un petit thumbs up. Si vous avez aimé le podcast, vous l'avez écouté jusqu'à la fin, laissez un commentaire, écrivez dans les commentaires, écrivez sociologue, parce que c'est ça qui est Mathieu Bock-Côté, c'est un docteur en sociologie. Fait que bref, un gros merci tout le monde. Encore une fois, j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex de Voice, Faux le graveur laser, Marc-Antoine Laflamme, Michael Pomerleau, Monsieur Camaron, Méo pis son gros pieux Vistec, puis Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci à notre team WhatsApp, un gros merci à notre commanditaire Mathieu Lavigueur. Allez télécharger son application, un gros merci de commanditer, encouragez-les comme que lui m'encourage. Ou sinon, ça va être pas mal ça pour cette semaine. Fait qu'un gros merci tout le monde. Passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! Ouais, parfait. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis très honoré de le recevoir. Docteur en sociologie, auteur de plusieurs livres aussi, chroniqueur au Journal de Montréal. Puis on peut te voir dans plusieurs émissions de débat en France. Puis je t'écris aussi dans Le Figaro. Ouais. Je pense que j'ai cru comprendre. Mathieu Bock-Côté, c'était vraiment un honneur de te recevoir. Bonjour, merci pour l'invitation. Comme je te disais d'entrée de jeu avant qu'on enregistre, j'adore ça t'écouter à la joute, là. J'aime tellement cette émission-là. En fait, c'est une belle émission parce que la société québécoise a une forme d'allergie au débat. Donc, c'est comme si... Ouais. Notre premier réflexe, c'est consensuel. Tu sais, il y a cette formule qui m'a toujours fasciné, si on parle pas de politique et de religion à table. Donc, on va parler de quoi? Moi, ça m'a toujours été... Or, la joute, c'est à la fois la convivialité québécoise et quand même de vraies oppositions, de vrais débats. Donc, avec les différentes tendances intellectuelles ou idéologiques et politiques qui sont présentes au Québec. Donc, c'est un vrai bonheur d'y participer. Puis même si aujourd'hui, je passe beaucoup de temps en France, pouvoir conserver cette participation à la joute, c'est comme une forme de privilège auquel je tiens. C'est un vrai bonheur. Ben ouais, c'est ça, parce qu'on voit que, Mathieu, pour ceux qui l'écoutent, là, tu te permets quand même d'être drôle. Tu fais des petites jokes des fois. C'est la convivialité québécoise. Non, mais c'est amusant. Ça veut dire qu'on s'entend à peu près tous bien. On a nos désaccords de fond, mais le format, c'est Paul Larocque qui pilote ça puis qui le pilote bien. Ça fait en sorte qu'on réussit à bien s'entendre malgré le fait qu'on vote globalement pas de la même manière. Ben ouais, quand t'es avec... quand c'est toi puis Luc Lavoie qui donc c'est un désaccord de fond sur la question nationale. Je suis un indépendantiste ardent et incandescent et c'est un fédéraliste enragé jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier point. Donc là, on ne s'entend jamais, alors qu'on s'entend sur plusieurs autres points. Hein. Okay. C'est étonnant. Sur une question de politique internationale, quelquefois. On a des désaccords secondaires et un désaccord fondamental. C'est ça, on t'identifie beaucoup comme de droite, mais est-ce que tu t'identifies de droite? Est-ce que t'es de droite? Ça dépend ce qu'on veut dire par là. Ouais, c'est-à-dire, au Québec, quand on me demande quel est mon positionnement politique, d'abord, c'est indépendantiste. Donc, fondamentalement, le clivage dans lequel je m'inscris, je me situe, c'est un clivage sur la question nationale. Je suis d'abord pour l'indépendance du Québec, puis l'indépendance du Québec, ça se fait avec tous les indépendantistes, qu'ils soient de gauche, de centre, de droite. La coalition de 95 pour l'indépendance rassemblait, je donne un exemple, c'est le vocabulaire de l'époque, là, Amir Kadir ou Françoise David et Éric Duhem. Les deux étaient dans le même camp. Donc, l'idée que les Québécois se gouvernent par eux-mêmes, c'est pas de gauche ou de droite. C'est une idée fondamentale qui devrait nous rassembler au-delà de nos divisions idéologiques.
Ensuite, de gauche ou de droite. Là, je t'évite un non-développement, mais sur le fond des choses, j'ai jamais su exactement ce que ça voulait dire. Parce que la droite est une catégorie, on pourrait dire, historiquement créée par la gauche. La gauche s'autoproclame de gauche, et tous ceux dont elle ne veut pas, elle les renvoie à droite. Ce qui fait qu'on trouve à droite des gens qui ont à peu près rien en commun, sinon de ne pas être de gauche, ou de ne plus être de gauche. Parce qu'il y a aussi le cas de tous ceux qui étaient à gauche, des amis de la gauche plus classique, social-démocrate, traditionnelle, laïque, qui aujourd'hui disent ne se reconnaissent pas à gauche, parce qu'aujourd'hui, la gauche, ça va être le multiculturalisme, la théorie du genre, la diversité à l'infini. Bon, et ensuite, c'est selon les pays. C'est-à-dire, en France, par exemple, j'ai pas de problème à me situer dans la tradition du gaullisme. Le gaullisme, tradition marquée à droite, mais qui ne s'épuise pas à droite. Au Québec, en dernière instance, dans ma vie, j'ai davantage voté pour des partis qui étaient plus sociodémocrates que conservateurs ou libéraux, mais pour une raison simple, parce que je suis d'abord nationaliste. Donc, je confesse... Je sais que je ne suis pas utopiste, ça c'est sur le plan philosophique. Je me méfie de toutes les utopies. La politique, pour moi, c'est pas accomplir une utopie sur Terre, c'est savoir qu'il y a une diversité de points de vue, une diversité de valeurs, et je pense que dans toute société qui se tient, il faut qu'il y ait un pôle conservateur et un pôle progressiste. Un pôle de l'enracinement, puis un pôle du cosmopolitisme. Un pôle de l'autorité, puis un pôle de la liberté, et pour les multiplier, un pôle du mérite, un pôle de l'égalité. Et sachant qu'on a tout cela, l'art politique consiste à faire en sorte que tout ça puisse cohabiter, parce qu'une société qui ne serait que conservatrice serait une société étouffante. Ce serait une société muséifiée. Ce serait une société enfermée. Une société qui n'est que progressiste est une société liquéfiée, mouvante, absolument insaisissable et sans enracinement. Donc je pense que le travail politique consiste à tenir ensemble ça. Puis dans ce camp, je suis dans le camp conservateur, sans le moindre doute. Mais je n'ai jamais pensé un seul instant que le camp progressiste était illégitime. Je n'en suis pas, mais je sais qu'il répond à une partie de l'âme humaine auquel le conservatisme ne répond pas. Je crois que le conservatisme répond aussi à une partie de l'âme humaine auquel le progressisme ne répond pas. Mais tu sais, je t'écoutais parler, puis je me demandais aussi, tu sais, pour justement le débat de l'indépendance, tout ça, en quoi que le combat gauche-droite aide à l'indépendance. Le parasite, en fait. Ouais, c'est ça. Parasite. Le Parti québécois, quand il est créé en 68, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve le MSA, le Mouvement Souveraineté Association de René Lévesque, centre-gauche, on pourrait dire, mais qui a une culture gouvernementale. Centre-gauche, je dis nationaliste, un peu technocratique, hein, c'est la culture de la Révolution tranquille. On y trouve aussi la droite conservatrice et nationaliste de l'époque, le Ralliement national. Le parti est créé, donc c'est une alliance. Au début, le Parti québécois, gauche-droite. Puis on va y trouver des gens, donc, comme Jean Garon d'un côté, ou Marc-André Bédard, puis de l'autre côté, on va avoir des Louise Arel, et ainsi de suite. Puis il y a des figures là-dedans qui transcendent ça. René Lévesque, je pense, transcende ce clivage. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le RIN, qui est un parti indépendantiste, qui à l'origine était ni gauche ni droite, mais en 68 est devenu un parti marqué à gauche, décide de se dissoudre lui-même pour rejoindre le Parti québécois. Donc c'est une coalition. Fondamentalement. Quand on regarde 95, le référendum, je le disais tantôt, il y a différentes tendances, mais il y a Dumont, il y a Parizeau, il y a Bouchard, il y a Pauline Marois, il y a des gens de différents... Alors moi, le combat gauche-droite m'exaspère au Québec. Ailleurs dans le monde, c'est une manière d'organiser quelquefois la vie politique. Mais ici, je trouve que c'est un débat qui nous parasite, qui nous détourne de l'essentiel. Parce que la question dont on parle au Québec, c'est, ces années-ci plus que jamais, c'est la survie même du peuple québécois. C'est-à-dire, la question qui se pose, c'est est-ce qu'à l'horizon du présent siècle, il va encore avoir un peuple québécois, ou est-ce qu'on va être basculé dans une spirale de régression ethnique, où finalement on ne sera plus qu'une minorité folklorique parmi d'autres dans le Canada pluriel? Est-ce qu'on va avoir perdu notre autonomie politique, notre capacité à accéder à l'indépendance, le fait que la majorité historique francophone est le cœur de cette nation, elle pose des normes collectives auxquelles les autres ont vocation ceux qui arrivent ont vocation à s'intégrer? C'est ça la question. Donc là, ensuite, si le débat, c'est faut-il payer 3% de plus ou moins d'impôts, tout ça, c'est un débat fort légitime, mais fort technique aussi. Par ailleurs, il y a les nouveaux débats aujourd'hui, je le disais plus tôt, la théorie du genre et puis le néo-féminisme. Ça, pour moi, c'est à part. Je pense qu'il y a une immense majorité de gens de bonne foi qui sont sociodémocrates ou conservateurs ou libéraux qui trouvent que le délire woke, finalement. Le délire woke, je pense, c'est un délire véritablement qui est très dangereux, qui a une grande importance dans notre société, mais le commun des mortels, au-delà des appartenances idéologiques traditionnelles, peut dire un instant, stop à ça. Mais je devine, c'est un autre débat. C'est ça, parce que, justement, le combat gauche-droite, c'est un peu comme... parce que moi, je trouve
trouve qu'il est comme la partisanerie, là, rendu là, d'avoir un parti politique et puis de pas s'en défaire, là, ça nuit au... En tout cas, je trouve ça nuit. Des fois, un député devrait juste représenter ses électeurs et non... Tout en sachant que ses électeurs pensent pas tous la même chose. On a besoin de partis. Une société unanime, ça n'existe pas. Ça heureusement d'ailleurs, ça serait étouffant, insupportable. Bon. Donc, il faut organiser la diversité politique dans une société. Pour l'instant, je pense que les partis, c'est le moins mauvais modèle qu'on a trouvé, donc la démocratie parlementaire. J'aime ça de mais, il est possible, il y a des pays, en Grande-Bretagne par exemple, où les députés ont beaucoup plus de marge de manœuvre qu'ils ne l'ont ici. Mais ce qu'on nous répond dans notre système politique, c'est ici, je sais pas, le député Tartampion du comté de, je sais pas moi, Saint-Gérard de l'Artichaut, lui, ce député-là, il dit « Oui, mais je veux voter selon ma conscience. » Oui, mais tu t'es pas fait élire sur ton nom, fondamentalement, tu t'es fait élire sur l'étiquette du parti. Ouais. Donc, tu portes aussi la vision, puis surtout que notre politique est plus une politique de comté, c'est une politique nationale pour l'essentiel. Il y a quelques députés qui se font élire sur une base individuelle. Pascal Bérubé, par exemple, dans Matane. Mais plus largement, ce sont les partis qui se font élire aujourd'hui. Donc, je comprends que la ligne de parti a aussi son efficacité, c'est de permettre une certaine cohérence. Tout à l'heure, tu parlais que c'est ça, tu t'identifies comme conservateur. Philosophiquement, ouais. Puis, j'aimerais t'expliquer la différence entre le conservatisme puis le réactionnaire, on pourrait dire. Là, alors, la pensée réactionnaire, fondamentalement, est fondée sur un refus de la modernité. Le refus, donc, de la promesse d'émancipation moderne. La pensée réactionnaire, qui par ailleurs a donné de grands écrivains, de grands philosophes, la question n'est pas là, mais la pensée réactionnaire congédie, condamne la modernité en elle-même. Le conservatisme ne se présente pas comme tel. Le conservatisme embrasse la modernité, mais, néanmoins, ne cesse de rappeler, je dirais, le nécessaire arrière-fond culturel, les nécessaires limites qui doivent l'accompagner. Parce que ça, je pense que l'esprit de limite, c'est la part manquante de notre époque. Quelle est la pathologie politique spécifique des temps modernes? C'est le totalitarisme. C'est-à-dire, on a une société, une idéologie, qui prétend conjuguer le vrai, le juste et le bien, qui se présente comme une révélation religieuse. Puis ceux qui sont pas d'accord, c'est pas des gens avec qui vous êtes en désaccord, c'est des gens mauvais. C'est des gens qui incarnent le mal. C'est des gens qui sont absolument... Donc c'est pas des adversaires, c'est même pas des ennemis politiques, c'est les ennemis de l'humanité. Donc si je vous dis, j'ai la solution pour délivrer l'humanité du mal, puis vous êtes pas d'accord avec moi, je vous traite désormais comme un obstacle à l'émancipation humaine. Donc, te diabolise. Oui, on diabolise. Alors, justement, dans une société démocratique, on diabolise. Dans des sociétés qui sont moins démocratiques, on l'a vu au 20e siècle, ça peut aller jusqu'à l'extrême violence, l'expérience concentrationnaire, le génocide, bon. Alors ça, fondamentalement, le conservatisme, me semble-t-il, est une forme de rappel de la pluralité de l'âme humaine. Le conservatisme rappelle la nécessité des limites, c'est-à-dire que aucune société ne sera jamais parfaite. Que l'art du politique, globalement, c'est le mal nécessaire au service du bien commun. Et le bien commun n'est jamais une fois pour toutes achevé. Le bien commun, c'est un travail approximatif entre différentes idées. Puis à un moment donné, on construit une société nécessairement incohérente, nécessairement imparfaite, mais peut-être un peu mieux que celle d'il y a 50 ans, puis peut-être un peu beaucoup mieux que celle d'il y a 100 ans. Donc, forme de progrès qui s'opère, mais non pas en diabolisant ceux qui ont le mauvais goût de penser, de penser autrement. Donc, pour moi, le conservatisme, c'est une philosophie qui se veut de la modération. C'est aussi une philosophie de l'enracinement. Parce que aujourd'hui, on dit toujours la figure de l'être humain. Mais l'être humain, je dirais dénudé, est un être humain assez triste. C'est-à-dire, si on coupe l'individu de sa culture, de sa langue, de sa mémoire, de sa civilisation, de son peuple, de sa famille, de sa religion dans certains cas, eh bien, on se retrouve pas avec un individu absolument libre, mais avec un individu absolument nu, tout nu, condamné à geler dans un monde trop froid pour lui. Donc le conservatisme, tel que je l'entends, c'est une philosophie politique des médiations. L'homme, pour être libre, a besoin de passer par le détour de la nation, de sa communauté politique. Pour être libre intellectuellement, il a besoin de passer par le détour de la tradition intellectuelle. Moi, je suis fasciné, j'ai quelquefois des étudiants qui me disaient ça. Je ne veux pas lire, je veux pas que ça corrompe mes idées. Mais c'est atroce comme idée. Moi, je dis, on a ça. Alain Finkielkraut, un philosophe français, dit on ne pense pas par soi-même de soi-même. C'est parce que je passe à leur détour des œuvres, de la littérature, de l'histoire, de la philosophie, de la science politique, du cinéma, que j'apprends à penser par moi-même. Mais si je dis je pense par moi-même sans passer par le détour de la culture et de la tradition, ben je ne fais que recracher mes préjugés ou les préjugés qui circulent en société. Et de ce point de vue, donc, le conservatisme, philosophie des médiations. On n'est jamais libre simplement par soi-même. On n'est pas des atomes jetés dans le monde. Il y a une continuité historique, il y a une dette envers le passé, il y a un devoir de continuité envers l'avenir. Donc c'est à peu près ce que je nomme mon conservatisme. Mais c'est quoi, tes étudiants, ils ont genre
peur de pas être capable de penser par eux-mêmes. Ça m'avait frappé, en fait. C'est que j'avais dit à un étudiant à qui, bon, pour le travail de session, je donnais un thème, c'est un cours de mémoire, c'est un cours sur le nationalisme. Je vais liser, tac, 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 puis ça va vous permettre de vous faire une idée. Puis à la fin, là, dans la dernière page, vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour l'instant... Et là, il me disait, mais pourquoi vous voulez pas savoir ce que je pense tout de suite? Et là, c'est une phrase que j'ai souvent entendue ensuite, vraiment, c'est je ne veux pas me laisser influencer par d'autres. Ouais. Mais je trouve ça tragique. Mais on est rempli d'influences. Mais bien sûr, et au moins le génie de la lecture, c'est qu'on devient conscient de ses propres influences. On prend qu'est-ce qu'on aime, on laisse qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis c'est un travail de tri intellectuel. Ouais, c'est ça. Puis avec les expériences qu'on en a, puis en plus d'en parler à d'autres, tu sais, des fois, tu te fais confronter sur des idées, puis c'est ça qui mélange, puis qui devient tout. Vous avez tout à fait raison. Hein. Moi, c'est une chose qui me frappe. C'est le drame, je pense, d'un certain Québec. C'est souvent l'absence d'interlocuteurs intellectuels. C'est-à-dire des jeunes intellos, surtout, d'un milieu que je connais un peu plus que d'autres, qui voudraient trouver une forme de communauté ou débattre des questions fondamentales qui les habitent. Une communauté de conversation, appelons ça comme ça. Il y en a pas tant que ça. Ils ont l'université, évidemment, mais trop souvent l'université est dogmatique aujourd'hui. Et moi, ce que j'aime, c'est de voir, vous évoquez juste avant l'émission, un David Santarossa. Ouais. Là, moi, je pense, par exemple, à un David Santarossa, Étienne-Alexandre Beauregard, Alexis Tétrault, Philippe Lorange, je pourrais en nommer d'autres de cette bande-là. Ça, c'est une jeune génération d'intellectuels, on pourrait dire nationalistes, qui émergent, je vous dis, entre eux, vu de loin, vous direz, ils sont à peu près tous d'accord. Entre eux, ils ont des désaccords fondamentaux, et tout ça, qu'est-ce que fait? Ben, c'est la créativité intellectuelle incroyable qui se passe, je dirais, entre 20 et 30 ans, ce moment de bouillonnement où on débat de tout, on refait tout, on reconstitue tout, et ça, c'est un moment exceptionnel. Si on n'a pas vécu ça quelquefois, puis on se lance dans la vie intellectuelle, quelquefois, là, je pense qu'on a manqué une étape essentielle. À l'entour d'une bonne bière. Mais c'est très vrai. Hein. Le nombre de problèmes que mes amis et moi avons réglés, je crois, entre 23 et 27 ans, au Dieu du ciel, sur Laurier, on sauvait l'Occident chaque 2-3 soirs, semaine. Non, ça, c'est essentiel. Ensuite, quand on vieillit, on change d'endroit, mais c'est le plaisir du banquet. Non, ça, c'est absolument essentiel. Ça, je crois que tout vient bien ensemble. Les charcuteries, le vin, le fromage et l'amitié, tout ça, ça va ensemble. Mais il y avait pas ça, justement, en France, comme genre, ma tante, les cafés où ce que le monde se rejoignait souvent, puis ils débattaient que d'enjeux sociaux. Oui, c'est une tradition française. En fait, les Français débattent en toutes circonstances et de tout. Les Québécois, on est moins portés là-dessus. Mais oui, je pense que beaucoup de Québécois, d'ailleurs, qui vont en France, sont frappés par cette culture du débat qui ne nous est pas familière, puis je crois que de ce point de vue, on aurait tout avantage à prendre une petite piqûre française, parce que ça nous tire vers le haut. Ça, c'est le bon côté. Ensuite, on a nos qualités propres, mais le sens du débat, ça, les Français, ils l'ont un peu plus que nous. OK. Ben, c'est ça, on va justement parler du débat. Tu sais, toi, comment tu vois le débat, tu trouves-tu, c'est un art, tu sais, qui... Oui. Ben, enfin, c'est d'abord une disposition d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à entendre les arguments de l'adversaire. Ça veut pas dire, quand j'ai entendu des arguments, ça veut pas dire se coucher devant l'adversaire en disant, ben, t'as raison, finalement. Non. Ça veut simplement dire chercher à voir ce qu'il veut dire de la manière la plus intelligente qui soit. T'sais, donner la meilleure version possible du point de vue qu'il nous propose. Bon. Puis, donc ça, c'est chercher à comprendre pour répondre ensuite adéquatement aux arguments qui sont avancés. Ensuite, là où c'est un art, c'est quand on se transpose sur la vie publique. Donc, puisque dans le débat dans un séminaire universitaire, c'est une forme de recherche commune de la vérité. Dans la vie publique, il y a une part théâtrale. Quand on débat en public, on débat pas moi pour vous convaincre ou vous pour me convaincre. On débat pour convaincre le tiers, celui qui nous écoute. Donc ça, c'est là que la part de la rhétorique est là. Il y a un peu d'ego qui embarque là-dedans. Et surtout, oui, mais la bête humaine est ainsi faite. Hein. Qu'on me présente l'être humain sans ego, je l'ai toujours pas rencontré. S'il existe, c'est bien à mon insu. Ben, moi, j'en ai pas gros, pour être honnête. On verra. Je ne vous connais pas intimement, mais j'ai jamais rencontré jusqu'à présent des gens qui sont étrangers, soit au désir de reconnaissance, au désir de gloire, au désir de prestige, désir de considération. C'est plutôt bien. Je veux dire, fondamentalement, imaginons une série d'êtres humains interchangeables, amorphes, apathiques, indifférents au regard de l'autre. Ça ferait une société assez emmerdante quand même. Donc ça, comme je reviens sur le débat, c'est le tiers. C'est-à-dire, je débat avec vous, mais il y a des gens devant nous, puis l'idée, c'est que je suppose que si vous êtes en débat avec moi, globalement, vous savez ce que vous pensez, puis je sais ce que je pense. Mais le propre du débat, c'est qu'il y a des gens devant nous qui, eux, sont pas certains. Et c'est eux qu'il faut chercher à convaincre. De là, l'art oratoire, de là, la rhétorique. J'aime ça que tu mets tout le temps le doigt dans les airs. OK. Puis, ouais, c'est ça. T'en as parlé un peu ici et là depuis le début, mais c'est ça. Comment tu vois le débat au Québec? T'sais, on a-tu peur de débattre? On a une société qui a fait quelque chose d'exceptionnel. De 60, globalement 95, un peu après,
on a débattu d'une question nationale. Une question nationale, c'est vital, c'est fondamental. Hein. C'est-à-dire, la question nationale, c'est l'existence même d'un peuple, son cadre politique. Globalement, à part la crise d'octobre, qui est une tragédie sans le moindre doute, globalement, sans tirer une balle. C'est-à-dire, j'entends par là que défaite de 80, défaite de 95, dans les conditions qu'on connaît, les Québécois, ils s'entretuent pas, ils ont été capables de débattre de leur avenir national sans verser dans la logique de la guerre civile, sans verser dans la logique de l'affrontement de rue. Ouais. À l'échelle de l'histoire, je trouve que c'est un crédit apporté au peuple québécois. Ensuite, je crois que depuis 95, depuis l'échec référendaire, on paie le prix de cet échec. Donc, il y a eu une forme de notre société qui a eu la difficulté à encaisser cette défaite. On avait mis toutes nos énergies comme peuple dans la résolution de la question nationale. On peut même dire que ça remontait aux patriotes. C'est-à-dire, les patriotes, on rate notre coup, on peut se dire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Mais on rentre dans les périodes de la survivance. Puis on accumule des énergies, puis on accumule des idéaux, puis on accumule du courage. Pour le jour où ça va redevenir possible. Ça redevient un peu possible dans les années 60. Et là, deux grandes avenues se présentent pour le peuple québécois. L'indépendance ou le statut particulier, la société distincte, le fédéralisme réformé. Et on échoue sur les deux. Puis qu'est-ce qu'on se fait imposer? Une troisième option qui était très minoritaire chez nous, celle de Pierre Elliott Trudeau, le père de l'autre, qui nous impose une constitution qui n'est pas la nôtre, qui nie notre existence, qui dépaisse nos pouvoirs en matière linguistique et culturelle et plus largement d'ailleurs, qui nous impose un multiculturalisme idéologique qui nous transforme non plus en peuple fondateur, mais en minorité, communauté parmi d'autres dans le Canada pluriel, qui conteste la légitimité de notre peuple. Je pense qu'après cet échec-là, après avoir tant espéré, avoir tant investi, et puis tout ça s'est aplati, tout ça est tombé à l'eau, je crois que comme peuple, on a passé par presque 10-15 ans de dépolitisation intense. On a fui la vie politique, on a fui l'ébullition collective. On voulait pas en parler. Ben, je pense que c'est le traumatisme de 95. C'est un vrai traumatisme. Aujourd'hui, c'est en train de renaître. Ça faisait longtemps qu'on l'attend. Bon, tout le monde que je l'attendais, que d'autres l'attendaient. C'est en train de renaître. Mais on a traversé... Qu'est-ce qui te fait dire ça? Alors, une impression ou... Non, la question identitaire dont on parle beaucoup ces dernières années, qui a commencé à reprendre forme autour de la crise des accommodements raisonnables, eh bien, les Québécois, qu'est-ce qui se passe avec la crise des accommodements raisonnables? On a, globalement, après 95, on connaît la phrase de Parizeau, là, on va rentrer dans une forme d'autocritique collective délirante, là, on va s'accuser, les Québécois vont parler d'eux-mêmes comme la Gazette en parle. Donc, on va se traiter soi-même de raciste, de nationaliste ethnique, de xénophobe, de fermé. Et là, à partir de 2007-2008, il y a une forme, après ce refoulement de l'identité nationale, cette neutralisation de l'identité québécoise qui va quand même durer pendant 10-12 ans, les Québécois se révoltent. Puis ça donne la crise des accommodements raisonnables. Où ils disent un instant, la culture québécoise est ponteuse, puis il est normal, tout comme à Rome on fait comme les Romains, ben au Québec, ben on rejoint la majorité historique francophone qu'on veut s'y intégrer. Puis là, les Québécois tâtonnent pendant quelques années, et autour de quel concept, autour de quelle proposition ils se rassemblent pour traduire leur désir d'affirmation, c'est la laïcité. Et la laïcité, qu'est-ce que ça donne? D'abord la Charte des valeurs. Ça échoue, non pas à cause de la Charte des valeurs d'ailleurs, mais de l'échec électoral de 2014. Et là, ça donne la loi 21. La loi 21, pourquoi? Là, j'en arrive à mon optimisme. La loi 21 fixe une aspiration collective. Modérée, raisonnable, mais réelle. Le cadre canadien est fondamentalement hostile à la loi 21. Modéré, c'est comparé à la France? Comparé à ce que vous... À la France, sans le moindre doute. Hein. Pour la France, notre charte de notre loi 21, c'est une directive administrative secondaire et mineure dont personne n'aurait eu connaissance. Mais pour les Québécois, c'était quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit avec ça? Eh bien, on en a fait la loi 21, et Ottawa, dans le cadre canadien, cette loi-là, est fondamentalement, peut pas passer. Elle est illégitime pour les Canadiens anglais, pour le régime de 82. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La Cour suprême, tôt ou tard, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, va casser, sinon la loi au complet, soit des segments de la loi, des morceaux de la loi. Je crois qu'à ce moment-là, les Québécois vont réagir sur le mode Meach 2. C'est-à-dire, les Québécois, globalement, quand on leur dit « faites l'indépendance pour la liberté », ils disent « on dort un peu ». Mais si on dit « survivance, c'est votre... tu sais, on n'a pas demandé grand-chose, ce petit peu-là, on l'a même pas eu. Ça peut nous réveiller. Si on ajoute à ça l'anglicisation délirante de Montréal. C'est terrible. Le déclin du français. Le déclin du français, les seuils d'immigration insensés que nous impose Ottawa, la conscience, et ça je crois que là il va y avoir, dans les prochaines années, c'est mon hypothèse, un croisement. Les Québécois, globalement, ils sont bons pourquoi dans l'histoire? Pour survivre. C'est-à-dire, ils peuvent tenir, ils font le gros dos, ils traversent l'histoire. On était censé disparaître après la conquête, on était censé disparaître après l'Union. Puis on a tenu. La survivance. Et là,
on est dans un contexte où, vu ce que devient le Canada, on devient de plus en plus minoritaire, de plus en plus marginaux, puis là, on assiste à une décroissance, une régression de la majorité francophone au Québec même. Donc, je pense que l'indépendance va revenir au nom de la survivance. C'est-à-dire, si on veut survivre comme peuple, c'est l'indépendance qui est nécessaire. Et je crois que cette espèce de remontée à la surface de notre fragilité comme peuple et du fait qu'on doit être pleinement maître de nous-mêmes pour ne pas disparaître et nous épanouir, ça, je crois que c'est la trame de fond des 10 prochaines années. J'espère qu'on va réussir, parce que si on échoue, là, je pense que c'est la défaite finale. Ben, c'est parce que, tu sais, moi, maintenant, quand on parle de la défaite de 95, moi, je l'ai pas vécu, j'avais 4 ans, là, tu sais, fait que je m'en ai pas rendu compte pantoute. Mais moi, dans ma tête, c'est comme, ben, Chris, on est passé de 40% à quasiment 50%. Tu sais, la prochaine aurait été la bonne. Ben, c'est ce qu'on se disait à l'époque. C'est ça. Moi, j'ai pas vécu les 2 défaites. Fait que c'est pour ça que j'ai comme pas le poids des défaites sur mes épaules. Mais c'est votre force. C'est votre force parce que des gens, la génération, je parlais encore hier à un ami qui était au cœur de 95. Puis il me disait, Mathieu, on peut pas se permettre une 3e défaite. Puis je suis d'accord en un sens. Mais le problème de ces gens qui ont été aux affaires en ces années-là, c'est qu'ils sont polytraumatisés par la défaite. Et ils ont tellement peur de rater leur coup qu'ils sont toujours sous le frein. Ouais. Et là, ce que je vois dans la jeune génération, ce qui m'étonne et me réjouit, c'est que je vois plusieurs qui ont une forme, puis encore une fois, des gens gauche, droite, puis vraiment des sensibilités différentes. Je vois de jeunes indépendantistes aujourd'hui qui doivent me prendre pour un papy grincheux de la pire espèce, puis je les vois quant à moi comme une collection de jeunes indécis aux cheveux bleus, mais c'est pas grave. Je veux dire, papy, si je suis sur ma chaise berçante en train de les gronder, puis ils sont en train de dire papy dégage, mais globalement on vote oui tous les deux. Ouais, c'est du moment que tu votes oui. Ça va, moi là, à partir de là, l'âme est sauvée. Alors, puis je vois il y a quelque chose qui se passe en ce moment de gens qui je crois se disent, on a perdu, mais la jeune génération, mais là c'est pas une raison pour éternellement ressasser la défaite. Il est possible désormais d'avoir un horizon de victoire, puis de 40 à 50, vous l'avez dit, donc de 50 à 53, 54 la prochaine fois, c'est jouable, et de ce point de vue, il y a quelque chose qui se passe dans la jeunesse que je vois, et on reste à voir, on sait jamais à l'avance ce qui va se passer, mais je crois que cette tendance est enclenchée. Reste aux politiques à s'emparer correctement des circonstances, mais ça, on n'en est jamais maître. Mais tu sais, moi, comme je te disais avant, moi, je suis humoriste, fait que tu sais, ma job, c'est de monter sur un stage, m'humilier publiquement, trouver les jokes de bonne, et retravailler mes affaires, remonter sur un stage, m'humilier encore jusqu'à temps d'avoir le 5 minutes le plus excellent possible. Oui, bien sûr. Fait que c'est une job de tout le temps perdre, mais de tout le temps gagner un petit peu. Oui, bien sûr, même c'est l'art, en fait. Ouais. C'est toujours, c'est quoi la belle formule? Toujours sur le métier, remettez votre ouvrage. Puis là, je vois très bien ce que vous voulez dire. Ouais. On parlait des débats avant qu'on diffuse vers là. Au Québec, tu trouves-tu que des fois, on tombe plus rapidement dans l'attaque personnelle? Pas plus qu'ailleurs, franchement. Pas plus qu'ailleurs? Je regarde ça, peut-être. On est plus émotif, peut-être. Ouais. Fait que plus sensible, fait qu'on tombe plus à la on se sent rapidement attaqué personnellement. Ouais. Moi, j'essaie de travailler là-dessus. Mais c'est normal. Ouais, mais c'est normal. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, rien n'est plus insupportable que quelqu'un qui pense pas comme moi. Je veux dire, comment hostile. J'y ai dit quoi penser, il est pas d'accord. Puis c'est là qu'est la modestie démocratique. C'est-à-dire, je suis absolument convaincu d'avoir raison, et le type qui est devant moi, qui est pas d'accord avec moi, est absolument convaincu d'avoir raison aussi. Bon, ben là, il faut trouver une manière de pas se taper sur la gueule. Et c'est là la conversation démocratique apparaît. Et ça, c'est pas mal quand même. Mais, non, on est émotif. Ensuite, cela dit, je passe beaucoup de temps en France. J'y travaille même dans la violence des débats publics. En plus, ils ont une tradition révolutionnaire, ce qui fait que la tentation de ce que j'appelle le désir de la condamnation à la peine de mort sociale des gens avec qui on n'est pas d'accord, c'est très vif. La volonté de les mettre en prison, même quelquefois. Faut regarder le délire américain en ce moment, cette espèce d'empire où, avec au sommet, il y a un duel de vieillards et de gérontes qui tiennent leur pays en otage, et avec une espèce de violence rhétorique et mentale d'un côté comme de l'autre. Finalement, au Québec, on verse dans l'injure, mais je pense que de ce point de vue, quand on se compare, on se console un peu. On n'est pas toujours bon pour débattre, mais comparé à ce que je vois dans la gauche radicale en France, comparé à ce que je vois aux États-Unis plus largement, dans les deux camps dans ce cas-là, c'est on a notre vieux côté familial nous protège un peu de certains excès. Bien qu'il y a des fous furieux qui traînent sur les réseaux sociaux, mais si on accordait grande importance à tous les excités des réseaux sociaux qui font une thérapie à temps plein et insulter leurs prochains, on passerait sa vie là-dessus. Ouais. OK, parce que moi, dans ma tête, j'avais l'impression que, tu sais, en France, ça s'attaquait plus à l'idée qu'à la personne, tu sais.
Mais là, tu me dis que c'est pas mal partout. Je dirais c'est que c'est assez compliqué. C'est-à-dire, à un moment donné, ça finit par se mélanger. Okay. Dans la vie publique. Je dirais, il y a quelques décennies, dans la vie publique, oui, il y avait une différence. Par exemple, ça existait, mais c'est moins vrai aujourd'hui. Des gens en désaccord sur tout, mais qui allaient prendre un verre à la buvette de l'Assemblée ensuite. Ouais. Mais aujourd'hui, le phénomène des chambres d'écho qui dépasse la question des algorithmes, chacun est un peu enfermé en lui-même, dans sa petite tribu, et ainsi de suite, et les amitiés qui transcendent les camps sont plus difficiles aujourd'hui qu'auparavant. Ça, moi, j'appelle ça le réchauffement global des passions politiques. On est dans un monde aujourd'hui où la conversation démocratique libérale est beaucoup plus complexe qu'auparavant. D'autant que le propre des réseaux sociaux, c'est que les plus radicaux de chaque tendance ont tendance à confisquer la parole publique, hystérisent le débat. Si on n'a pas lynché quelqu'un dans une journée, on a l'impression d'avoir une journée incomplète. Donc ça, je crois que ça, c'est un élément qui compte aujourd'hui, mais partout dans le monde occidental. Quand t'es arrivé en France, quel défi il a fallu que tu remontes? Y en a-tu eu? Oh mon Dieu, je pourrais pas dire, j'ai toujours eu une sympathie spontanée pour la France, j'y vais depuis des années, hein. C'est-à-dire depuis... j'ai fait des colloques universitaires là-bas pendant des années, j'ai commencé à y aller régulièrement à partir de 2014, j'y passais plusieurs mois par année, j'ai été élevé dans une famille où la France était une référence qui était présente, mon père était très francophile, donc quand je vais, je me sens quand même chez moi. Okay. C'est très particulier, c'est-à-dire je me sens... Je me sens chez moi. C'est pas chez moi, on s'entend. Moi, je n'ai qu'un seul chez moi, et c'est le Québec. Mais quand je vais là, je me sens... néanmoins, sur le plan personnel, j'ai une aisance avec cette culture-là qui m'est naturelle. C'est pas vrai partout sur la planète. Il y a des endroits où je me sens complètement déconnecté. Mais en France, donc, ça se passe assez... J'ose croire que ça se passe assez bien. Ensuite... Est-ce qu'il y a une tâche d'adaptation particulièrement? La vérité, c'est que je me sens un peu comme un poisson dans l'eau là-bas. Okay. Mais si on posait la question à d'autres, je devine qu'il y aurait une autre réponse. Puis ceux qui me voient de l'extérieur diraient « Ah, ben, il y a ça, ça, ça. » Je sais que pour certains Québécois, ils se font dire de lisser leur accent, par exemple. Mais ça, on me l'a jamais demandé. Jamais, au grand jamais. On dirait que t'avais déjà travaillé toute cette partie-là avant d'y aller. Honnêtement, j'entends l'argument, mais honnêtement, j'ai toujours à peu près parlé comme ça. J'ai pas souvenir d'avoir... Donc, je suis arrivé là, puis l'accent, il est reconnaissable. Hein. Eux, ils ont pas l'impression d'entendre un Parisien quand je parle. Non. Mais, on m'a pas demandé ça. Puis, puisque j'avais ma tête est pleine de références françaises, ça se faisait un peu naturellement. Ok, d'être là. Moi, j'étais allé à Cannes, j'avais un podcast avec Mike Ward, là. Il y avait pas grand français qui m'a compris. Ah bon? Ah, c'est la ville avec David Lisnard, le maire de Cannes, qui est un homme de grande qualité. Ouais, j'en doute pas. Mais en tout cas, c'était quand même drôle parce que moi, tu sais, je suis une personne, tu sais, je réfléchis même pas avant de parler, je fais juste être moi, puis ça sort, puis tu sais, on vit... Ouais, direct ça. Ouais, mais c'est ça, je me demandais, tu sais, parce que, tu sais, si on regarde les émissions de débat ici, ouais, justement, peut-être par rapport à ça, tu trouves-tu qu'ici, il manque une diversité d'opinions dans les débats, tu sais, ouais. Alors, sur les questions, on pourrait dire, sur la question nationale, il y a une diversité qui est assumée. Si on tombe sur des questions comme l'immigration, pendant des années, puis je le dis en toute honnêteté, je crois que je représentais la majorité de la population, mais dans l'espace public, j'étais pas mal tout seul à dire ce que je pensais. Ça, à tout le moins, à tenir une ligne qui était sur la mode restriction des seuils, on ne peut pas accueillir autant. En fait, on a un effet quelquefois ici, puis ça, c'est ce qui m'énerve un peu, c'est l'effet... le consensus à outrance jusqu'à l'étouffement de tous les accords. Je vous donne un exemple. 2020, rappelez-vous, après l'affaire George Floyd, il y a une suite, alors c'est une tragédie absolue, mais au Québec, il y en a qui disent « Ah ben, en fait, le racisme systémique, c'est nous. » Et là, on transpose des catégories pensées pour les États-Unis, on transpose des catégories, des références qui ne nous concernent pas comme peuple. Notre société est pas parfaite, mais on n'a pas les défauts des États-Unis, on n'a pas la même situation. Ouais. Eh bien là, je me rappelle, donc moi, je contestais le concept de racisme systémique. Je trouve que c'est un concept qui était inadéquat pour parler de la réalité québécoise. Vraiment, je le trouvais inadéquat, puis j'expliquais pourquoi. Et le nombre de personnes que je voyais dans mon milieu, qui publiquement disaient c'est un concept essentiel, nanana, puis en privé venaient me dire je suis d'accord avec toi Mathieu, c'est un concept qui ne tient pas. Oh, ouais. Et là, qu'est-ce que je voyais là-dedans? C'est que le prix à payer pour conserver sa respectabilité médiatique, le prix à payer pour conserver bonne réputation dans le milieu médiatique québécois ou universitaire, parce que c'est la même chose là-dessus,
c'était de répéter la prière du moment. J'aimerais mieux démissionner. Non, la plupart des gens préfèrent conserver leur place en répétant la prière du moment. Que dire de quoi qu'ils pensent pas. Oui, bien sûr, mais ça c'est... T'étais pas intègre, tu sais, c'est... la vie, alors c'est là que je suis conservateur, je reviens, j'ai une conception assez pessimiste de l'âme humaine. Donc je suis pas sûr, c'est non. Je sais pas, j'imagine un type qui, je sais pas, éditorialiste dans un journal, je sais pas, il y a une femme, il y a des enfants, il y a une situation, il y a une maison, puis il sait que si il va ici en juin 2020, il dit le racisme systémique est un concept inadéquat pour le Québec et à l'échelle de l'histoire d'esclavage n'est pas un phénomène structurant au Québec. Il y a eu des esclaves, c'est tragique, mais c'est pas un phénomène structurant dans l'histoire du Québec. On n'est pas la Virginie, on n'est pas les États du Sud des États-Unis. Bon. Celui qui dit ça, dans son milieu, est stigmatisé. Celui qui dit ça dans son milieu, il est laissé de côté. Et peu de gens ont, je dirais, la couenne, ou la carapace, ou la structure morale, pour accepter d'être détesté, accepter d'être honni, accepter d'être maudit, accepter d'être traité comme un paria, se faire insulter, tout ça. Donc, ils répètent ce qu'ils doivent répéter, puis ensuite, en privé, mais comme je dis souvent à la blague que je suis, pour certains de mes collègues, je suis soit le confessionnal de la vie intellectuelle québécoise et médiatique, c'est-à-dire les gens viennent me dire en privé ce qu'ils veulent pas dire en public, ou alors je suis le bordel. C'est-à-dire on vient s'encanailler avec moi en se disant que j'ai déjà dit probablement pire, et ensuite publiquement on s'en va dire autre chose. Bon. Okay. Ça fait partie de la vie. Alors quand je raconte ça, je prends toujours la peine de ne pas dire de nom, parce que j'ai pas envie, je suis pas une balance, je suis pas un délateur, mais je peux pas m'empêcher de décrire le phénomène qui me frappe, c'est-à-dire ce grand écart. Puis là, ça se fait sur d'autres questions, là, sur la question des seuils d'immigration. Mais ça fait des années que je dis que les seuils sont trop élevés. Là, je constate aujourd'hui que des gens me disent... Un exemple, en politique québécoise, ça fait longtemps, 2007 ou 2008, le Parti libéral qui est au pouvoir augmente les seuils d'immigration. J'ai des amis à ce moment-là au Parti québécois, je leur dis c'est suicidaire. C'est suicidaire électoralement, sur le plan linguistique, tout ça. Puis la personne qui est dans ce parti me dit « Je suis d'accord, Mathieu, mais j'ai pas envie de me faire traiter de raciste. » Donc... Et ça, je pense que c'est ça le verrou sur la vie publique aujourd'hui. La peur de se faire traiter de raciste, la peur de se faire traiter de xénophobe, la peur de se faire traiter de transphobe, la peur de se faire... Dès qu'on émet un doute sur une tête... Moi, par exemple, aujourd'hui, sur la question... justement, la question du genre. Moi, je pense pas que les hommes biologiques, même si on s'identifie comme femmes, devraient pouvoir participer à des compétitions sportives féminines. Je pense pas qu'un homme biologique, même s'il s'identifie comme femme, devrait pouvoir aller dans une prison pour femmes. Je pourrais multiplier des exemples comme ça. Je trouve que ça ne se... Je pense pas qu'un homme peut être mère. Un homme peut pas porter un enfant. C'est comme ça. Quoi qu'on en dise. Bon. Il y a une dimension, la biologie existe. Et ça, si on dit ça aujourd'hui, on a de bonnes chances de se faire traiter de transphobe. Mm-hmm. Sans même qu'on puisse débattre, ne serait-ce que minimalement. Pouvez-vous entendre l'argument? Non, parce que c'est là qu'on ces insultes-là, racistes, transphobes, extrême droite, tout ça, leur fonction, c'est d'empêcher tout débat pour faire en sorte que si vous osez remettre en question l'idéologie dominante du moment, eh bien, vous risquez justement de vous faire insulter de telle manière que vous pouvez en perdre soit votre emploi, vos amitiés, vos réseaux en société, vous en paierez le prix pour marquer un désaccord avec l'idéologie dominante. Donc ça, pour moi, c'est là qu'il y a un véritable verrou démocratique aujourd'hui. Mais moi aussi, ça m'amène à poser la question de c'est pas justement mettons, le rôle de justement, tu sais, tous les sociologues, tu sais, ça vient avec, tu sais, de dire, hey, voici, moi, je suis un expert en ça, on va débattre avec d'autres experts, tu sais, pour avoir, je sais pas, qu'on arrive à une conclusion, mais, tu sais, si, mettons, je sais pas, un docteur ferme les yeux, baisse la tête, ben là, on n'avance pas. Ah, ben, je suis d'accord. Ben, alors, moi, je dirais, en sciences sociales, je me méfie des experts, je le précise, parce que les sciences sociales sont très idéologiques aujourd'hui. Ben, tu sais, c'est juste ma façon de... Non, mais je vois, c'est que je vais faire médecin. C'est autant un docteur version médecin, là. Mm-hmm. Moi, je crois, globalement, je me fie aux médecins. À la rigueur, on en consulte un deuxième, là, mais bon, normalement. Mais en sciences sociales, en sciences humaines, depuis les années 60, ce sont des champs de recherche tellement idéologisés, tellement soumis aux codes idéologiques qui structurent l'université, que ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bons travaux qui se font là-dedans. Ça veut dire qu'il y a bien des gens qui se présentent comme des experts, qui sont en fait des idéologues et des militants. Donc, ce qui fait que j'ai développé une forme de scepticisme par rapport à quand on nous dit, où la science dit que j'ai entendu récemment, pas récemment, c'est pas vrai, il y a 3-4 ans, quelqu'un me dit, c'est au moment où on commence les débats vraiment dans la vie publique sur la question du genre. Puis quelqu'un, je me rappelle, c'est une psychologue, me dit, il y a aucune preuve scientifique comme quoi il y a une différence entre les hommes et les femmes. Bon, là j'ai OK. Qu'est-ce qu'on fait devant ça, je dirais? Ouais. Et là, ça me rappelle
Pour moi, elle a le droit à ça, mais c'est pour ça il faut plein de différents psychologues bien sûr. pour voir, est-ce que c'est juste une personne qui se gourde ou... Mais il faut voir qu'au 20e siècle, par exemple, si on s'était fié aux intellectuels, ce qui un peu m'attribue en société les intellos, si on s'était fié aux intellos, globalement, on vivrait plus en démocratie aujourd'hui. C'est-à-dire, avant la Deuxième Guerre, les intellos se divisent entre, d'un côté, le fascisme, de l'autre côté, le communisme. Après la guerre, le fascisme étant vaincu, bonne nouvelle, mais il reste une autre option totalitaire, le communisme. Alors, si je m'excuse, mais l'URSS, la Chine communiste, l'Albanie, le Cuba de Castro, je peux multiplier les exemples, l'Albanie d'Enver Hoxha, c'est pas exactement des modèles démocratiques. Et finalement, il y a souvent eu plus de sagesse chez l'homme ou la femme de sens commun que chez les constructeurs de systèmes qui ont trop souvent tendance à s'enfermer dans leur système et à prendre pour science quelques élucubrations idéologiques. Donc ça, c'est pour ça que je me méfie de ma propre tribu que sont les intellectuels. Je pense qu'il y a de grands intellectuels. Fernand Dumont au Québec en est un grand. Jacques Beauchemin aujourd'hui chez les sociologues est un grand. Donc il y en a des grands en France. Raymond, je pourrais en nommer plusieurs. Alain Finkielkraut. Mais globalement, c'est un milieu qui, je pense que c'est George Orwell, l'auteur de 1984, qui disait certaines sottises ne peuvent être crues que par des intellectuels. D'abord, c'est quoi le rôle des intellectuels aujourd'hui? Alors, je dirais, c'est dans la mesure du possible, c'est-à-dire dans la mesure où ils font bien leur travail, c'est chercher à clarifier les termes du débat. Moi, vraiment, ma fonction, j'essaie toujours, je le présente comme tel. J'ai mes préférences, en plus, je les cache pas. C'est assez dur de pas savoir ce que je pense. Mais ensuite, j'essaie d'être le plus honnête possible dans la description des partis, des mouvements, des courants, des pôles qui s'affrontent. Et j'essaie de décrire le plus honnêtement possible, le plus clairement, clarifier. C'est-à-dire rendre intelligible la situation présente. Raymond Aron disait « penser l'histoire qui se fait ». Hannah Arendt dit « penser l'événement ». Jacques Beauchemin dit « penser le présent ». Chercher au-delà donc de l'accumulation d'événements qui font l'actualité, que vivons-nous en ce moment? Chercher à comprendre l'époque, clarifier les grandes alternatives, clarifier les grands enjeux, aller au-delà des polémiques, aller au-delà des querelles circonstancielles, puis dégager les enjeux fondamentaux. Je sais pas, l'aide médicale à mourir. Quels sont les enjeux fondamentaux du point de vue anthropologique, médical et tout ça? L'indépendance du Québec, l'immigration, la réforme des systèmes de santé, tout ça. Donc, un travail de clarification, puis ensuite, je vous dirais, le commun des mortels, à partir de ses propres préférences, tranche. Puis est-ce que toi, tu te remets en question sur des idées que t'as dit, des paroles que t'as dit? Comment tu fais ton... Parce que moi, je suis constamment en remise en question qui m'aide à évoluer. Non, j'ai certaines convictions qui sont à peu près inébranlables. Je ne cacherai pas l'indépendance du Québec. L'homme qui va me faire douter de la nécessité de l'indépendance du Québec. OK, moi aussi, j'ai peut-être celle-là que je décrochable. Alors, ça là-dessus, je suis assez... Yes, ouais, ça, j'y tiens. Ouais. Mais ensuite, je vais donner quelques exemples. Plus jeune, j'étais très pro-américain. C'est-à-dire, je me prenais pas pour un Américain, mais j'étais un peu comme la chanson de Sardou. Hein. Si les Ricains n'étaient pas là, on serait tous en Germanie à raconter je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Puis un gars venu de Normandie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie un matin où tu y étais pas. Je trouvais que les Américains avaient joué un rôle fondamentalement positif au 20e siècle. Ce que je pense encore pour le 20e. Mais avec les années, avec ce que sont devenus les États-Unis, là-dessus, au-delà des partis, républicains comme démocrates, c'est-à-dire, mon tournant, c'est 2003. La guerre d'Irak, une guerre d'invasion, une guerre qui va déstabiliser fondamentalement une partie du monde, qui est une réaction, sinon irrationnelle, à tout le moins délirante, ou complètement idéologiquement fanatique aux attentats du 11 septembre, qui, eux, étaient évidemment une tragédie. Donc, les Américains, je me voyais comme, je sais pas, le Québec avait pas le choix de toute façon de bien s'entendre avec son voisin colosse. Et maintenant, j'ai tendance à me dire, on doit tout faire pour ne pas trop se laisser, pas influencer, mais intoxiquer. Ouais, voilà. L'américanisation mentale me terrifie. Je trouve que leur politique étrangère dans le monde aujourd'hui nous conduit souvent dans des situations très dramatiques. Je trouve que leur culture, une culture qui nous dégrade fondamentalement, pas tout, hein, évidemment, il y a des grandes universités, il y a des grands créateurs, mais il y a quelque chose dans la culture américaine qui aujourd'hui est une culture de la médiocrité, de la vulgarité, qui nous avilit un peu. Ensuite, je dis c'est un pays avec son génie propre, mais j'étais très pro-américain plus jeune, et aujourd'hui, je suis américano-sceptique. Okay. Donc c'est comme ça. Fait que tu t'es remis en question. Il y a d'autres exemples qui pourraient venir assurément, mais ça, c'est le premier avec sa signification politique. Ça, c'en est un véritablement.
Puis quand tu dis que ta job, c'est de clarifier les choses, est-ce que des fois, tu essaies de te nuancer le plus possible? Ben, selon les circonstances. Quelquefois, je pense que les questions sont complexes. Et il faut rendre compte de la complexité. Je vais donner un exemple. Ben oui, c'est ça. Là, moi, je reviens toujours là-dessus. Je suis un indépendantiste. Celui qui me dirait que ceux qui sont pas indépendantistes aiment pas le Québec, je trouverais ça un peu rapide. Donc là, j'aurais le souci, si dans mon propre camp, entre guillemets, quelqu'un me disait ils n'aiment pas le Québec, non, c'est pas aussi simple que ça. C'est seulement, ils le voient autrement, le voyant autrement, ils en tirent d'autres conséquences politiques. Ensuite, il y a des gens qui aiment pas le Québec, il y a pas de doute là-dessus. Mais globalement, il faut rendre compte, je dirais, de la légitimité de la position du camp, je l'appelle le camp d'en face. Puis ensuite, les situations sont souvent complexes. Il y a quelques problèmes, il y a quelques problèmes qui trouvent des solutions très simples. Plus largement, comme je dis, il faut tenir compte d'intérêts contradictoires, de personnalités contradictoires. C'est d'une complexité infinie. L'art politique est d'une complexité infinie. Mais ça, oui, je pense qu'il faut se nuancer. Puis, quelquefois, par ailleurs, je me méfie, puisque je vais être sévère, je me méfie de ceux qui, par ailleurs, se cachent derrière la nuance pour ne jamais rien dire. Dans un milieu, des gens, tout est tellement compliqué qu'ils sont incapables de se prononcer sur quoi que ce soit. On va dire, bon, ben, j'aurais envie de leur dire, clarifiez-vous les idées pour venir nous parler quand vous saurez ce que vous pensez. Ok. Si on parle de ton livre L'Empire du politiquement correct, ça, quand c'est venu te titiller, là, tu sais, là, c'est venu te chercher le politiquement correct, parce que c'est pas de quoi qui t'est arrivé. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'était arrivé d'un coup. Pour moi, ça s'installe depuis les années 90 dans le monde occidental. Ça remonte aux années 70, mais les années 90, c'est là que 80-90, c'est là que le phénomène devient repérable. D'ailleurs, c'est là que la formule commence à fin des années 80, début 90. Je vous raconte en un mot. Quand je termine ma thèse de doc, on doit être en 2012, je pense, ou 2013, 2012-2013, donc je termine une thèse de doc. Là, c'est des années. Et là, ma conclusion, c'est il serait probablement nécessaire de reconsidérer l'ensemble des développements ici présents, donc en gros, il y a d'autres livres à écrire, à la lumière de ce que j'appelle une sociologie de la respectabilité politico-médiatique. Et ça, c'est la question qui m'obsède, mais depuis... j'allais dire 10-12 ans, mais plus que ça probablement. Mon premier livre en 2007, La dénationalisation tranquille, je m'intéressais déjà à ça. Politiquement correct, tel que j'entends cette question-là, c'est qu'est-ce qui permet de distinguer dans une société les fréquentables des infréquentables, les modérés des radicaux, les sulfureux des humanistes? Qu'est-ce qui fait en sorte que d'un homme on dira c'est un polémiste et de l'autre on dira c'est un philosophe et un intellectuel généreux? Quels sont les systèmes, les codes qui permettent de distinguer qui est respectable et qui ne l'est pas? Ça, c'est parce que tu commençais déjà à le voir, qu'il y a de tes amis qui se prononçaient, puis que là, toi, t'avais des injures. On le voyait dans le débat public. Je pense qu'on le voyait après 95. Je pense que c'est probablement parce que moi, plus jeune, j'étais militant au Parti québécois, Bloc québécois, tout ça, puis ensuite, la vie militante était moins faite pour moi que d'autres choses, mais j'ai poursuivi un engagement national à la Revue d'Action nationale et tout ça. Mais je notais souvent, c'est comme je reviens, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut penser une chose, puis se sentir obligée de dire le contraire pour conserver sa place ou sa réputation et tout ça? La peur de mal paraître. Donc ça, cette question-là me travaillait, m'habitait. Donc l'Empire du politiquement correct a comme sous-titre de mémoire, c'est Essai sur la respectabilité politico-médiatique. Et j'ai jamais abandonné cette question-là. Un livre sur lequel je bosse en ce moment, c'est travailler par cette question-là, parce que ça permet de savoir comment fonctionne l'espace public. C'est-à-dire l'espace public, qu'est-ce qui permet de savoir quels sont les partis qui sont jugés modérés, respectables, démocratiques, puis les autres sont vus dangereux, extrémistes, infréquentables, radicales et tout ça. Nauséabonds. Mais voilà, nauséabonds, oui, c'est comme je dis, ceux qui pensent du nez, hein, les sulfurés, les nauséabonds. Mais qu'est-ce qui permet, et là, donc ça, moi, je cherche, ça, c'est mon travail à moi, je suis obsédé par l'idée d'expliciter les codes de la respectabilité politico-médiatique. Je dirais dévoiler ou décrypter les mécanismes mentaux, les mécanismes idéologiques, les mécanismes médiatiques qui font en sorte que quand on s'engage dans la vie publique, on a déjà accepté 1000 jugements sur une chose avant même de dire un premier mot. Ça, mon travail, depuis des années, c'est de chercher à décrypter justement, donc à la fois dans le discours médiatique, dans le discours universitaire, ça m'obsède. C'est drôle parce que tu dis ça, puis c'est exactement qu'est-ce que je vois qu'il y a du monde qui font avec toi. Tu sais, avant, tu sais, maintenant, t'es comme le gars qui aime pas le politiquement correct. Fait qu'avant même t'ailles parler, ou t'ailles expliquer de quoi, en tout cas, il y en a pour... Oui. Il y a bien du monde qui vont... Il fait, hey, moi, lui, ce gars-là, je l'haïs, je suis convaincu, peu importe qu'est-ce qu'il va dire, je vais l'haïr. Mais c'est très important. Ça, je pense que c'est essentiel ce que vous notez là, c'est qu'en gros,
une bonne partie du travail médiatique, en fait du débat médiatique aujourd'hui, c'est pas un débat pour chercher à comprendre des points de vue contradictoires, pour répondre, avancer des arguments. C'est tout faire pour coller une réputation à quelqu'un, pour faire en sorte qu'avant même qu'il ait dit un mot, on sache ce qu'on doit penser de cette personne, peu importe ce qu'il a dit. Puis plus encore, faire en sorte qu'on colle une telle réputation à quelqu'un que l'on sait que si on cite cette personne-là, si on cite positivement cette personne-là, si on accepte d'avoir une photo avec qu'importe, eh ben, il y a une forme d'effet de contamination. C'est comme si on venait de toucher un lépreux. Et ça, je pense véritablement que c'est central aujourd'hui. La volonté de détruire les réputations. Ouais. Moi, puis là, les réseaux sociaux, c'est le paradis pour ça, mais pas seulement. Donc là, on va avoir, on va nous parler d'une telle personne, puis là, on va lui coller une série d'étiquettes. Clac, 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 clac. Donc, il a pas dit un mot qu'on sait d'avance que c'est un méchant. Ou bon, dans ce cas-là, c'est... Donc ça, pour moi, ça, c'est vraiment une question qui... Bon, j'y reviens, qui m'obsède. C'est là qu'on voit aussi le phénomène de l'extrême, tu sais. En tout cas, on dirait que ça fait quelques années, là, que on le voit, puis ça, c'est peu importe le camp que t'es, souvent c'est le même, puis je vois ça de plus en plus dans les médias, de si tu penses, tu sais, s'il pense pas comme moi, lui c'est un extrême gauche, lui c'est un extrême droit, puis tu sais, c'est comme si on avait perdu c'est quoi les vrais extrêmes, puis qu'est-ce qui est juste quelqu'un qui est genre plus, je sais pas, plus de droite, plus de mais gauche. Je suis absolument d'accord. Moi, je passe ma vie en France, mais pas seulement. Chaque fois que j'entends le mot, parce que l'étiquette qu'on entend le plus souvent, c'est extrême droite, tort et à travers. Donc, chaque fois qu'on me dit ça, qu'est-ce que vous entendez par là? Pourriez-vous juste définir le concept pour que... Une fois, j'ai eu cet échange-là avec un politique français, une figure importante de la classe politique française qui dit l'extrême droite est un danger. Je suis d'accord. Cher monsieur, je voudrais moi aussi lutter contre ce danger. Vous me le présentez comme le diable qui est présent sur Terre. Pourriez-vous me dire à quoi je peux le reconnaître? Quelles sont les caractéristiques qui permettent de définir le diable extrême droite? Et là, c'est un politique, là, c'est pas un 2 de pique, là. Là, il me dit, vous me posez une question très universitaire. Je dis, non, vous venez de me dire que c'est le diable. Vous venez de me dire qu'il faut à tout prix lutter contre lui. Que s'il prend le pouvoir, c'est le diable. Pourriez-vous je veux le dire, moi aussi, je veux me battre contre le mal. Et là, il a tourné sans boutade. Mais je constate, puis ça, des hommes politiques de gauche, de centre, de droite, ça, quand on leur demande c'est quoi la fameuse extrême droite, j'ai jamais, puis je l'ai dit sans prétention, jamais trouvé une définition étant soit peu efficace. Ça veut dire méchant. Ça veut dire très méchant. Hitler, les nazis. Ah, mais d'accord. Ça, c'est le fascisme. Oui, ça, c'est du fascisme, c'est du nazisme. Mais le problème, c'est que le mot extrême droite, on le prend aussi pour qualifier. Puis là, je vais faire une liste. Éric Duhem. Ah bon? On l'a utilisé en début de son mandat en 2017 pour parler de la politique migratoire d'Emmanuel Macron. On l'utilise pour parler d'Éric Zemmour. On l'utilise pour parler de Donald Trump. On l'utilise pour parler de tel intellectuel. Bon. Et là, moi, je dis que ce concept-là met toute une série de choses qui ont rien à voir dans le même sac. Alors, si on veut, il faut dénoncer le nazisme, bien évidemment, est-ce qu'il y a vraiment une personne sur Terre qui ne vomit pas à l'idée du nazisme? Ça va de soi, c'est l'horreur absolue, c'est le summum de la barbarie. Bon, très bien. Mais là, le problème, c'est quand cette catégorie-là, on met dans cette catégorie-là, pendant la pandémie. Bon, moi, j'étais comme tout le monde. Pendant la pandémie, je respectais les règles, je trouvais qu'elles étaient trop sévères. Ben, on mettait les fameux complotistes, quoi qu'on en pense, là, ils exagéraient, on les mettait dans la catégorie extrême droite. Donc là, apparemment que les complotistes de circonstances avaient quelque chose en lien avec Hitler. Il faut arrêter avec ça, là. Donc là, moi, je me méfie de ces catégories qui amalgament des réalités qui ont rien à voir entre elles. Faut pas oublier que le général de Gaulle, pour qui j'ai une admiration infinie, quand il revient au pouvoir en 58, c'est quoi le slogan de ceux qui marchent contre lui? Le fascisme ne passera pas. De Gaulle, qui avait vaincu les nazis, se fait accuser d'être fasciste. C'est quand même assez fascinant. Jacques Chirac, dans les fins des années 70, se faisait surnommer Facho Chirac. Jacques Chirac fasciste. Donc là, ce sont des mots aujourd'hui. Donc, si on veut les utiliser, je veux simplement qu'on puisse les définir adéquatement. Parce que sinon, on met dans la même catégorie des partis populistes, entre guillemets, européens, qui existent aujourd'hui, avec des espèces de crânes rasés fous qui lèvent le bras droit, qui sont des petits haineux nazis. Je m'excuse, ces gens-là n'appartiennent pas à la même catégorie, et le mot extrême droite vient faire un effet d'amalgame entre des gens qui ne pensent pas du tout la même chose. Puis aujourd'hui, on entend ça quelquefois, on dit l'immigration est un thème d'extrême droite. Depuis quand? C'est quoi cette idée-là? La question de l'immigration est une question fondamentale dans tous les pays. Dans quelle mesure tu reçois, dans quelle mesure tu es capable d'accueillir, à quoi cherche-t-on à intégrer? Mais aujourd'hui, là, si on dit thème d'extrême droite, ben on peut pas en parler. Donc ça, je suis vraiment ça. Enfin, ça, c'est sur le plan intellectuel, c'est une question qui m'obsède vraiment. C'est les termes, les concepts, les mots utilisés pour verrouiller certains débats et empêcher qu'on puisse débattre intelligemment d'une question ou de l'autre. Ça fait que le terme il est galvaudé. Exactement. C'est un peu comme même le mot woke, là, il est rendu galvaudé.
galvaudé. Ah, mais je suis d'accord. Ah, mais ça, en fait, le mot woke, moi, alors, il y a une différence avec le mot extrême droite, c'est qu'il a été revendiqué, lui, au début. Dans le mot woke, on a des gens au début qui disent on est woke. Bon. Parfait. Maintenant, il l'utilise un peu moins parce que le terme a été une forme d'inversion négative. Ouais. Quand François Legault, que j'aime bien, mais quand François Legault dit à l'Assemblée nationale de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un woke parce qu'il respecte pas les compétences constitutionnelles du Québec. Ouais, puis l'autre l'avait traité de Duplessis. Voilà. Donc, c'est une définition un peu étendue du wokisme. Ensuite, je pense qu'il y a une définition rigoureuse du mot woke. À tout le moins, j'en ai proposé une, pour qu'on soit d'accord ou non, mais à tout le moins, j'ai proposé ma définition pour savoir ce dont nous parlions. Mais, cela dit, mais en général, il faut juste clarifier les termes. Si on peut clarifier les termes du débat, il est possible de nous purger de certaines passions négatives, puis ensuite d'avoir un débat un peu plus intelligent, ce qui est déjà un progrès. Moi, il y a 3 termes que je connais qui est... les premiers que j'ai connus, c'était Social Justice Warrior. Ouais, bien sûr. Tu sais, qui est dans un peu genre la nouvelle version de woke. L'ancienne. Ouais, ça, l'ancienne version, dans le fond. C'est la même affaire ou... Je pense que ça définit à peu près le même phénomène. C'est la même tendance qu'on cherche à nommer de la manière la plus adéquate qui soit. Et le politiquement correct, c'est quoi? C'est la politique menée par... Alors, s'il fallait distinguer, le politiquement correct, pour moi, c'est ce que dans mon bouquin de 2019, je dirais que c'est le dispositif inhibiteur mis en place par ce que j'appelle le régime diversitaire. Donc un régime qui réinterprète la démocratie à la lumière du multiculturalisme, du néo-féminisme, de la lutte aux discriminations, mais qui est poussé à un point tel qu'on parle plus de lutte contre les discriminations, on parle quelquefois d'une forme de politique en délire. Donc le politiquement correct, c'est le dispositif inhibiteur pour diaboliser ceux qui contredisent ce que j'appelle le régime diversitaire, globalement le multiculturalisme. Ça, c'est ma définition. Woke, je pense que c'est, aujourd'hui, pour moi, c'est la frange radicale du progressisme qui, aujourd'hui, en vient à expliquer fondamentalement les tares de notre civilisation. Tous les mots s'expliquent par la figure de l'homme blanc hétérosexuel qui, lui, finalement, est une forme de Satan sur Terre. L'idée que le monde occidental, depuis 1492, donc l'expansion européenne, est fondamentalement coupable, une culpabilité ontologique, et nos sociétés doivent être déconstruites jusqu'au bout pour se délivrer du mal qu'elles portent en elles, déconstruction qui s'applique aux questions identitaires et qui se dévoile à la fois donc une relecture des rapports sociaux à la lumière exclusive du racisme ou de la logique discriminatoire, et qui culmine aujourd'hui dans la théorie du genre dont on a parlé, qui consiste à dire que même reconnaître une distinction entre l'homme et la femme, c'est encore la discrimination. Donc pour moi, c'est cette espèce d'élan idéologique, et le wokisme, entre guillemets, si on fait une histoire de la tentation totalitaire dans la modernité, dans sa branche progressiste, entre guillemets, parce que le totalitarisme aussi va prendre le visage du fascisme et du nazisme, mais qui est une autre histoire, on va dire il y a 1793-94, avec la terreur, 1917, avec la révolution bolchevique, 1968, et moins pour évidemment les libertaires que pour la pulsion maoïste qu'on voit à cette époque-là, et les années 2020 aujourd'hui. Puis là, il y aura aussi de l'autre histoire à écrire, évidemment, de la tentation fasciste, de la tentation nazie, du nazisme. Ça, c'est une autre histoire du totalitarisme, et les deux totalitarismes se fondent pour être monstrueux, mais pour les temps présents, ce que nous vivons, c'est, je pense, l'héritage, cette tentation totalitaire de gauche, entre guillemets, qui revient et qu'on a tendance, je pense, à traiter toujours comme si c'était une forme d'excès généreux. On dit toujours des woke quand ils ont des bonnes causes, mais ils vont trop loin. Non, mais quelquefois, il faudrait peut-être remettre en question même leur système de pensée, ça se peut que ça soit pas dans la bonne direction. Ben, moi, d'un fois, j'écoute des plaidoyers, on peut dire, là, tu sais, de personnes qui sont quand même des fois radicales. Je fais comme, mais Chris, la base, elle me parle un peu, tu sais, dans le sens, je suis partant pour y réfléchir, puis qu'on mène des débats, mais des fois, là, ça mène à genre, l'homme blanc hétérosexuel, c'est l'oppresseur, il faut... ça devient lassant, franchement. Mais c'est ça, tu ressens-tu justement un malaise face à l'homme blanc hétérosexuel? Bon, je pense que dans notre société, c'est le grand méchant. C'est la catégorie satanisée. C'est le diable incarné. Bon, ensuite, comme je dis, je veux pas me plaindre sur le plan individuel, mais je vois que cette catégorie-là, Frédéric Bastien, paix à son âme, il y a quelques mois, je me souviens, avait désigné publiquement un problème, c'est à l'Université Laval. Un poste en histoire du Québec, ouvert à tout le monde, sauf aux hommes blancs. On appelle ça de la discrimination raciale, point final. Et la discrimination, moi, ça, j'aime rappeler. Moi, le racisme, je le condamne lorsqu'il vise les Noirs, je le condamne lorsqu'il vise les Asiatiques, lorsqu'il vise les Latinos, lorsqu'il vise les Amérindiens, mais aussi lorsqu'il vise les Blancs. Mais là, il y a une petite gauche mondaine qui nous dit, le racisme anti-blanc n'existe pas.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est cela, oui. Je connais cette théorie. Ah, c'est pas jouer fair play. C'est moi, à un moment donné, il faut pas... Parce qu'ils nous disent, là, leur théorie, parce que c'est le discours, ils nous disent, le racisme, c'est le système qui est au cœur du déploiement du monde occidental depuis 1492. Donc, le racisme, c'est un système de pouvoir qui ne peut être que blanc parce que le pouvoir est blanc dans leur esprit. Et ceux qui subissent le racisme, les minorités, peuvent quelquefois avoir une réaction raciale. Donc, par exemple, ils vont dire « sale blanc ». Bon, mais ça, c'est pas du racisme dans leur esprit, parce que c'est une réaction d'autodéfense raciale dans un système qui serait à l'avantage exclusif des Blancs, un système discriminatoire. Pour moi, ça c'est des constructions jésuitiques, c'est des constructions théoriques qui ne tiennent pas, en fait, qui servent simplement à masquer une partie de la réalité, puis qui la falsifient. Moi, encore une fois, je le redis, tous les racistes sont condamnables, et je ne fais pas d'exception en la matière. Comment renverser cette tendance-là, tu sais? De la façon que je comprenais quand t'en parlais dans les vidéos, c'était, dans tes entrevues, c'était que de rendre public, la parole publique, de la rendre libre. Oui, ça je pense. Faut maximiser la liberté d'expression. Ensuite, j'en suis venu à cette idée toute simple, qui est pas très originale, qu'il faut donner un peu plus de courage à tout le monde. C'est-à-dire, à partir du moment, puis j'y reviens, on en parlait tantôt, où on réussit à se dire, on va me traiter de tout et non, là. On va m'insulter, là. Mais c'est pas grave. Puis je vais le faire, là, puis en fait, ça peut être grave qu'il faut perdre son job, tout ça. Mais globalement, si on est dans une situation où on peut à peu près se tenir, là, on risque pas sa peau, on risque pas sa famille, un petit peu plus de courage pour tout le monde réussirait véritablement à fragiliser cette espèce de mécanisme d'épuration idéologique qui consiste à dire tu penses mal, donc dégage. Ensuite, il y a aussi d'autres choses bien pratiques, hein, c'est-à-dire les politiques d'EDI en entreprise, équité, diversité, inclusion, qui sont une forme de wokisation d'entreprise, de multiculturalisme radical appliqué au monde de l'entreprise. Ça, il faut simplement abolir ça. Il faut abolir beaucoup de choses. Les programmes... Quand tu dis abolir, c'est quoi? Tu veux que le gouvernement l'abolisse? Non, c'est-à-dire que moi, je plaiderais, par exemple, dans l'entreprise X... De le boycotter? Pour le gouvernement, si je suis au gouvernement, je ne fournis plus de formation en EDI, équité, diversité, inclusion, qui dans les faits sont une formation de multiculturalisme et de néo-féminisme et de théorie du genre et tout ça. Donc je ne fournis plus on ne finance plus l'espèce de rééducation en permanence du commun des mortels. Ah ouais, David Santarosa qui est tout à fait remarquable. Il fait un beau boulot là-dessus. Ça s'est ingéré dans les institutions. Oui, surtout par les directions des ressources humaines aujourd'hui. Donc ça, je pense qu'il faut en finir avec cette espèce de rééducation en permanence imposée à la population. Il y a quelque chose de soviétoïde là-dedans qui est assez exaspérant. Ça vient de qui, ça? Du fédéral? Ben ça dépend, c'est d'origine américaine, mais aujourd'hui c'est porté par Ottawa, mais c'est porté même Québec en fait, hein, faut s'entendre, la ville de Montréal en fait. Donc et dans l'entreprise privée, mais ça vient pas du gouvernement Legault. Le gars qui reconnaît pas le racisme systémique, je pense pas qu'il va avoir des Non, mais c'est compliqué, c'est-à-dire que le gouvernement Legault va te dire non, puis ensuite tu regardes les formations qui sont fournies par l'appareil d'État, la bureaucratie, c'est toujours une bête un peu étrange, mais de telles formations vont exister dans l'État. Voilà, et puis là quelquefois le gouvernement peut découvrir que ça existe dans l'État. Donc ça c'est un problème. Donc il y aurait ça, puis il y aurait 1000 choses à faire, mais en matière idéologique, sur la question du wokisme, restaurer la liberté d'expression, casser, mais ça, d'une société à l'autre, c'est pas nécessairement la même chose, mais les dispositifs juridiques qui permettent quelquefois en France, on le voit beaucoup, de poursuivre tous ceux qui s'éloignent de la ligne idéologique dominante, ça c'est un vrai problème. Donc, maximiser la liberté d'expression, se délivrer de cette espèce de camp de rééducation en permanence qu'on nous impose dans la société, puis retrouver un certain sens commun, un certain bon sens. Ensuite, il y aura bien des affaires à faire sur d'autres sujets, mais je pense que ça, il faut d'abord tout tenir. Mais je vous donne un exemple. Hein. Ça, j'appelle ça, moi, le premier qui cesse d'applaudir le maréchal Staline. C'est-à-dire, quand on voit le premier qui cesse d'applaudir Staline, il y a des bonnes chances de se retrouver au goulag. Genre, il y a peu de goulag aujourd'hui. Mais prenez un atelier de formation en entreprise, là, sur l'heure du midi, un atelier de rééducation, que vous contestez l'existence du racisme systémique, contestez l'existence du privilège blanc. Ou, on l'a vu en Ontario. En Ontario, récemment, vous avez peut-être vu cette histoire-là. Je pense un directeur d'école, si je me trompe pas, qui explique que la suprématie blanche n'est pas aussi prononcée au Canada qu'aux États-Unis. Il n'allait pas si loin que ça. Mais il a été victime d'un tel harcèlement que le type a fini par se suicider. Donc ça, c'est quand même assez... C'est vrai, ça? Facal a fait un excellent papier sur ça. On en parlait beaucoup au Canada anglais, très peu au Québec.
Donc ça, il y a du harcèlement. Ça. Donc il faut être capable de se donner du courage, soutenir ceux qui sont courageux, puis pour le reste, on verra ce que ça donne. Quand on dit soutenir, c'est quoi ça? Ben, c'est-à-dire quand tout le monde traite une personne X, Y ou Z de raciste dans le débat public, se porter à la défense de ceux qui sont injustement traités de racisme. Si c'est justement, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Ça va de soi. Mais si c'est injuste, comme c'est souvent le cas, mais on se porte à la défense des gens qui sont diabolisés sans raison, qui sont stigmatisés sans raison, qui sont harcelés sans raison. Juste remettre en question. Voilà, qui ont le culot d'être en désaccord avec quelque chose. Puis moi, en plus, ça, je l'avoue, je suis allergique à tout phénomène de meute. Moi, la meute, quand tout le monde se lance pour lyncher quelqu'un, même si cette personne-là, je l'aime pas fondamentalement, même s'il est pas dans mon camp, j'ai une forme de sympathie spontanée. Ah, ça me rend malade, ça. Ça me rend malade. Je me rappelle à quelques reprises, je me suis mêlé des gens avec qui j'étais en désaccord à peu près complet sur tout. Mais là, je voyais la meute se jeter sur eux, puis chercher à les lyncher, puis à détruire leur réputation. À trouver la faille dans puis même s'il n'y a pas de faille, c'est le côté un peu... C'est le côté sur le mode de la lapidation publique. C'est quand on décide, lui, là, X, là, ça, c'est un raciste. Mais là, on s'attend à ce que tout le monde le dénonce. Puis s'il y en a un qui se contente de rien dire, mais silence is violence. Le silence est aussi une dissidence. On va dire, donc t'as pas condamné. T'as pas condamné le racisme du moment. Donc, ça veut dire que t'es complice. T'es complice par ton silence. Exactement. Donc là, c'est que ça veut dire, c'est qu'un bonhomme, mais quelquefois, il va lui-même en rajouter une couche, de peur, justement, de se faire accuser. Donc là, c'est une forme de société de surveillance assez inquiétante. Ah, je me suis déjà fait accuser de ça dans un article là, par une femme. Là. C'était, je pense que c'est quand j'avais eu Marilyn Jonca, là, elle parlait de... je pense de l'hypersexualisation, là, tu sais, puis bref, moi j'avais juste à rien commenter parce que des fois, quand tu commentes, quand tu dis de quoi, tu remets en question, on peut te traiter de truc cul parce que tu voles le spotlight ou t'as rien compris, tu fais partie du problème, ou maintenant si tu te portes haut et publiquement, genre t'es à la défense, puis là on va dire, hey, Chris, tu voles le spotlight aux personnes, je connais ces arguments. T'es un truc de cul, fait que tu sais, moi des fois, quand je sais pas quoi dire ou je suis juste en train d'écouter quelqu'un qui se prononce, ben j'écoute. Puis là, c'est ça, on m'avait accusé d'être complice par mon silence. C'est comme tabarnak, à un moment donné, je peux rien. Y a-tu de quoi je peux faire? Non, justement. En fait, ce que j'appelle, faut répéter la prière. Oui, c'est ça. En fait, faut répéter la prière du moment. C'est le sauve qui peut. Qu'est-ce que je dois dire en ce moment pour être dans le bon camp? Parfait. Demain, ça va être autre chose. C'est là ça. C'est pour ça qu'à ce moment-là, si on peut se délivrer du désir d'être aimé par la meute, soudainement, nos journées vont beaucoup mieux. C'est quoi ta définition de la liberté d'expression? Puis où, d'après toi, elle s'arrête? Je vais répondre à la question par la deuxième partie. Elle s'arrête, donc, la diffamation. Ça, c'est essentiel. L'appel au meurtre, l'appel à la violence. Ça va de soi. Puis c'est à peu près tout. C'est-à-dire, pour le reste, ensuite, il y a des régulations. C'est-à-dire, quelqu'un, je sais pas moi, qui dirait, je vais vous donner un exemple, quelqu'un qui pense que la Terre est plate. Il peut le penser, puis j'ai le droit de pas l'embaucher comme prof, mettons. Je considère que certaines croyances qui... j'engagerai pas tout le monde comme prof de géographie. Donc, il y a... Mais cette manie, cette tentation qui est présente aujourd'hui de vouloir mettre en prison ou de condamner devant les tribunaux des gens qui disent des propos qui, par ailleurs, peuvent vraiment nous scandaliser. Moi, il y a des choses qui me scandalisent vraiment, là, qui me heurtent, là, qui me font violence. Mais j'ai pas envie de mettre ces gens, de traîner ces gens-là devant les tribunaux. J'ai envie soit de leur répondre, soit j'espère qu'ils vont être marginalisés dans la vie publique parce qu'ils disent de telles horreurs que j'espère que ce point de vue-là sera pas normalisé, sera pas vrai. Mais la réaction pénale, qui est très vive en France, ça, je suis contre ça. Ensuite, comme je dis, non, violence, diffamation, et puis appel au meurtre, tout ce registre-là. Mais pour le reste, il faut maximiser la liberté d'expression, tout en sachant que elle a des désagréments, de vrais désagréments, mais qui sont jamais aussi élevés que les désagréments de la censure. OK. Quel sacrifice, des fois, ça t'est déjà arrivé d'avoir à faire face pour dire qu'est-ce que t'as à dire? Ah, mon Dieu. Comment je pourrais dire ça? Je devine que... Mais j'ai assez vite compris que si je voulais évoluer dans le milieu universitaire, durablement, j'ai fait mon doctorat, j'ai été chargé de cours pendant des années, presque 10 ans, mais si je voulais m'y investir davantage, ça aurait impliqué que je fonctionne sur la politique du refoulement. Que ça veut dire quoi, ne pas dire ce que je pense, ne pas intervenir dans la vie publique, ou alors intervenir pour dire le contraire de ce que je pense, ne pas dire ci, ne pas dire ça. En fait,
fonctionner, m'inhiber le plus possible pour donner l'impression que je fais partie des codes du petit milieu progressiste mondain qui constitue l'université aujourd'hui, si j'avais voulu m'y intégrer une fois pour toutes véritablement. J'en suis assez rapidement arrivé à la conclusion que la vie intellectuelle pouvait se passer à l'extérieur de l'université. Donc le moment, appelons ça le sacrifice entre guillemets dans ma vie, c'est ne pas avoir fait une carrière d'universitaire que pendant un temps je désirais. Franchement, aujourd'hui plus du tout. Voyant ce que devient l'université, ce n'est plus un lieu de désir. Mais pendant un temps, c'était... je me suis dit, bon, si je veux parler librement, le prix à payer, c'est que je ferai pas de carrière d'universitaire, et j'ai accepté de payer ce prix. C'est pas la fin du monde, on s'entend. Certains diraient, là si on laisse de côté l'université, j'accepte, parce que sur plusieurs questions, je sais que je suis pas mainstream dans les médias, pour le dire ainsi. Bon, j'accepte d'être... ouais? Grande nouvelle. Mais Sam, t'es un invité que plusieurs veulent avoir. Oui, mais ce que par mainstream, j'entends... Que tu sois là aujourd'hui. Le point de vue qui est le mien va être toujours un point de vue suspect. Radio-Canada, la presse, le Devoir, l'université. Ouais, ça sera pas reçu complaisant. Je vais être le grand méchant homme de droite qu'on doit éviter parce qu'il faut de temps en temps éviter un quota du camp d'en face. Bon. J'expie avec la part de détestation. Honnêtement, je m'en fiche, mais je constate qu'il y a un prix à payer, mais pour certains, il semble plus dur que moi. Moi, ça fait partie de la vie. Si je me trompe pas dans la description que je fais de la société, il est normal que certaines personnes m'en veuillent, puis c'est comme ça, c'est la vie. T'as-tu déjà été censuré? C'est déjà arrivé. C'est-à-dire, il y a des événements où on a... des conférences où je devais faire qui ont été annulées parce que les menaces étaient trop nombreuses. Dans une librairie? Ouais, c'est arrivé à 2 reprises, si je me trompe. Une fois dans une librairie, une autre fois dans le cadre d'un colloque universitaire, si je me trompe pas. Ce qui fait qu'une fois, quand on avait repris l'événement dans la librairie, ça avait été annulé parce que les anarchistes avaient menacé d'attaquer la librairie puis de lancer partout des ballons de peinture et puis de détruire les livres, ce qui est par ailleurs des vrais sauvages, là, des vrais brutes, des barbares. Ça a été refait l'événement dans une autre librairie, le livre Voyageur de Bruno Lalonde, qui est un libraire tout à fait remarquable à Montréal. Sa librairie est un oasis de liberté, c'est un espace de défense de la culture, de la vie intellectuelle. Là, c'est pas très loin d'ici, c'est une belle librairie, franchement. Et Bruno m'avait accueilli à ce moment-là, pour d'autres événements aussi, mais là, c'était sous protection avec des gens de la SPV. Alors, cette fois-là, on avait des gardes du corps privé. Ensuite, j'ai fait une conférence devant les jeunes de la CAQ de mémoire à l'Université de Montréal, début 2020, juste avant la pandémie. Puis là, il y avait la SQ qui protégeait. Okay. Donc ça, je dis souvent, on nous dit « Ah, vous vous plaignez d'être attaqué, tout ça. » Je me plains pas tant que ça, mais je constate que quelqu'un qui ferait une conférence néo-féministe aujourd'hui a peu de chances d'avoir besoin de la SQ pour le protéger. Ou du SPVM. Puis t'as déjà été entarté? Oui. Mon Dieu, c'est en 2017, je crois. Tu faisais une conférence? Ouais, dans une librairie à Québec. J'avais oublié celle-là. Puis un type se présente, je m'en souviens encore. Un peu... J'avais déjà commencé la conférence. Puis là, il marche vers... Puis il est un peu boiteux, mais faussement. Puis une part de moi, je dirais pas 50%, mais je sais pas, 5% dit « Ce type est louche ». Je sais, en fait, je sens qu'il est louche. Ouais, les handicapés, là. Non, c'est qu'il y a un air bizarre. Il transporte un... M'en méfie. Non, là, il transporte un sac de plastique. Une part de moi, tu sais, il y a quelque chose dans son personnage. Puis là, il était pas handicapé une seconde, de bonhomme. Et là, il se jette sur moi, il me lance sa tarte sa crème fouettée. Fasciste! Donc là, ça fait partie de la vie. Je sais pas, c'est une agression, là, objectivement, c'en est une, mais j'ai pas décidé de porter plus attention qu'il faut à ce personnage, et j'ai surtout pas décidé d'agir en me disant que chaque fois, désormais, que je vais dans l'espace public, quelqu'un peut m'attendre avec une tarte. Je me rappelle, quelques jours plus tard, je faisais une conférence à l'Université de Montréal, et je rentre, je vérifie, je dis aux gens dans la salle, je m'assure simplement qu'il n'y a pas de porteur de tarte ici. Bon, très bien, alors on peut parler. Mais bon, ça fait partie de la vie aujourd'hui. Mais je constate que on nous parle sans cesse de discours haineux. Je constate que ceux qui se réclament de l'ouverture à l'autre et de la tolérance sont souvent les plus haineux. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, c'est quoi, t'as-tu demandé que maintenant, dans les conférences, il y ait plus de sécurité ou... Ça dépend le type de conférence. Si je fais une conférence devant, je sais pas moi, la Coalition Avenir Québec ou le Bloc québécois, le Parti québécois en région, je sais pas, à Joliette, tout ça, je me sens spontanément en sécurité. Mm-hmm. Si je dois faire une conférence à l'UQAM, je pense que je vais m'assurer que la sécurité t'irais?
Ah ben j'accepte les invitations, moi. Okay. Tout récemment, ça a pas abouti, mais j'avais fait un texte assez sévère à l'endroit du Parti libéral du Québec. Antoine Dionne Charest, de mémoire, me dit publiquement, sur Twitter, là, évidemment, il dit « Ah, vous avez une vision erronée du PLQ. Auriez-vous le courage de venir à notre congrès? » Moi, je réponds « Ben oui, j'accepte l'invitation pour débattre, je devine, du nationalisme. » Et là, réaction de panique, je crois, chez les libéraux. On veut pas l'avoir à notre congrès, quand même, celui-là. Donc là, le président du parti dit « Oh non, on invite des commentaires, on invite des intellectuels, des ci, des ça, mais on n'invite pas des chroniqueurs. » J'ai dit, OK, d'accord, bon, oui, mais exactement, surtout, je me sens que je travaille sur vos questions. Et là, il me répond, mais auriez-vous le courage de faire un débat avec Antoine Dionne Charest à la télévision à la joute? J'ai dit, bon, arrêtez avec le courage, là. Je vous dis oui chaque fois, ayez le courage que vous souhaitez pour les autres. Finalement, on a fait le débat à la joute, mais moi, si on m'avait invité au Parti libéral à faire le débat, je serais allé sans gêne. J'ai aucun... En France, j'accepterais de faire un débat à la France Insoumise, j'accepterais de faire un débat au Parti socialiste, chez l'écologie Les Verts, j'aurais aucun souci. Moi, en ces matières-là, j'accepte les invitations, puis pour peu qu'on soit devant une organisation qui est à peu près démocratique, où il y a toujours... Je me rappelle, en France, j'ai fait une fois une conférence, ça, je pense que c'était pendant la pandémie. Une fois devant une association, mais d'hyper laïcs, des laïcs ultra, puis quelques heures plus tard, devant des catholiques, mais des catholiques conservateurs, la même conférence, j'ai accepté les deux, je vois pas pourquoi, je dirais, ah non, vous sentez mauvais, vous êtes nauséabond, j'ai pas envie de vous parler, je dis ce que j'ai à dire, si vous avez la gentillesse de m'inviter, puis si j'ai le temps d'y aller, puis ensuite on verra. Fait que toi, t'acceptes tous les débats? Soyons honnêtes. Dans des cadres précis. Ouais, c'est-à-dire dans la mesure où je considère que c'est une association sérieuse, et ça, c'est à mon bon jugement. Dans la mesure où je pense que le débat est intéressant, dans la mesure où j'ai le temps, mais j'accepte à l'avance l'idée que le propre d'un débat, c'est de parler avec quelqu'un qui est pas d'accord avec moi. C'est ça qui te donne, excuse l'anglicisme, le thrill, là, Non, je pense que c'est juste nécessaire. Non, en dernière instance, c'est plus agréable de parler avec des gens qui sont d'accord avec nous, parce que là, à partir d'un accord commun, on peut fouiller nos désaccords secondaires. C'est pas inintéressant. Puis en plus, on a la chaleur des convictions partagées. Bon. Mais si... je pense, la vie publique, c'est accepter d'aller débattre avec des gens qui pensent pas comme nous, puis je l'accepte, je trouve que ça fait partie de la vie. Comme quand on a un contexte comme la joute, ben on a la convivialité typiquement québécoise. Dans certaines émissions françaises, c'est plus musclé, puis ça fait partie de la vie. Je pense que ça fait partie du métier en fait. OK. Là, je vois que le temps il avance, ça a passé crissement plus vite que ce que je pensais, fait que je vais aller avec je vais sauter à d'autres questions. Moi, c'est ça, des fois je me plus qu'on parle, puis en plus on s'est parlé un peu avant des caméras, fait je comprends que ma question a plus vraiment rapport, là, mais tu sais, je me demande, tu sais, y a-tu un petit personnage de Mathieu Bock-Côté, tu sais, est-ce que y a une différence entre le Mathieu de la télé puis le Mathieu chez vous, tu sais, est-ce que tu parles tout le temps avec ce beau français-là autant à la maison? Je sais pas, à la maison j'ai un t-shirt là, si c'est la question là. Ouais, mais non, y a-t-il une différence entre les deux? Je pense qu'on a toujours une différence entre l'intime et le public là. Je dirais mon épouse dirait probablement qu'en privé il y a ça. Mais globalement, je pense que ça aurait être la même personne, mais ensuite je crois qu'on a le souci fondamental lorsqu'on se présente en société par égard pour l'autre de donner la meilleure part de soi. Mais comme tout le monde, genre quand je regarde les nouvelles puis je suis pas content, genre j'insulte le téléviseur, là, t'as pas d'allure! Puis comme tout le monde, quand je me pète le gros orteil, je dis pas zut, je dis tabarnak! Mais bon, cela dit, je pense être à peu près la même personne, là, mais probablement mauvais juge de la chose, mais me semble que je suis moi dans toutes circonstances. OK. Tu sais, ta façon de parler, là, tu sais, qui est avec un vocabulaire très enrichi, là, est-ce que ça a tout le temps été de même? Est-ce que le petit Mathieu Bock-Côté de 4 ans, il était déjà... 4 ans, j'ai pas de souvenir, mais j'ai plugué des mots... moi, j'ai pas la prétention d'avoir un vocabulaire si complexe. Hein. C'est-à-dire, je me semble, j'utilise les mots qui me semblent exacts. Ça se peut qu'il ne le soit pas, ça serait un vrai problème. Ensuite, j'ai toujours été passionné par la littérature. Mon père était prof au collégial. Ma mère était enseignante aussi. On avait une bibliothèque magnifique à la maison. Donc, j'étais élevé dans sans que ça soit jamais mis de l'avant. C'est-à-dire, tu sais, mon père était très indépendantiste. Il disait pas « sois indépendantiste ». Mon père adorait l'histoire. Il disait pas « aime l'histoire ». Mais le fait est qu'il y avait un effet d'imprégnation. J'admirais mon père. J'admire toujours, je l'aime, c'est un homme formidable. J'aimais ma mère. Puis je devine qu'il y a un effet de mimétisme. C'est-à-dire, on finit par à peu près ressembler à ses parents d'une manière ou de l'autre.
Puis pour ce qui est de la... Alors, j'ai toujours été fasciné par les discours. Ça c'est vrai que j'ai toujours été passionné par la parole publique. J'étais tout jeune. Puis j'étais passionné par 2 discours dans 2 films assez différents. Dans Robin des Bois, Prince des voleurs, il y a le discours final d'Azimitim Bashir al-Bakri, joué par Morgan Freeman. Alors, c'est toujours la même chose. On est les gens, les paysans en rébellion commencent à fuir parce qu'ils sont en train de perdre. Et puis là, Morgan Freeman monte, puis il fait son discours, puis il redonne du courage à tout le monde. Puis là, finalement, ils réussissent à gagner la guerre. Ouais. Bon. Ouais. Et... un autre discours dans le film La Révolution française des années Lumière, le discours de Camille Desmoulins, si je me trompe pas, qui fait un appel aux patriotes, c'est juste de mémoire, oui. Citoyens, le roi vient de renvoyer Necker, c'est un appel à une Saint-Barthélemy contre tous les patriotes, aux armes! Alors, j'ai toujours été... Bon, le discours de Vive le Québec libre, j'étais tout petit, je l'avais appris par cœur, je le récitais en marchant dans les rues de ma ville, à Lorraine, où j'habitais. Donc, j'ai toujours... Toi, quand t'as vu Mel Gibson dans Cœur vaillant, là... Ah, bien sûr! Liberté! Ah oui, et plus encore dans The Patriot, alors que j'ai revu il y a quelques jours. Donc, Patriot, mais c'est toujours la même scène, en fait. J'aime toujours la même scène dans tous les films. C'est-à-dire, c'est la dernière bataille, et là, les troupes américaines sont en train de perdre, et là, lui, il dit non, il y a le français qui dit Colonel, the line is faltering! Et puis là, il se tourne. Il va chercher le drapeau. Exactement, il le prend, puis il dit Wait! No retreat! Hold the line! Puis là, hold the line! Et ça, c'est toujours la scène. Donc, manifestement, ça doit dire quelque chose sur moi. C'est la scène où tout s'effondre, puis il y a un gars qui dit non, on prend le drapeau, on lâche pas, on reprend, puis on va finir par gagner. Ça en dit, je devine que peut-être que j'ai une vision exagérément positive de moi, mais j'aime me voir, j'aime croire que dans un moment où ce serait difficile, je lâcherais pas, je tiendrais le drapeau, puis je ferais en sorte qu'on puisse peut-être gagner. On n'est jamais certain, mais à tout le moins, c'est une manière que j'ai de me voir positivement. Quand tout ça arrive, tu sais, maintenant quand tu fais un article, puis là, après ça, tu te fais critiquer par du monde, tu te fais insulter, puis tout ça, tu sais, c'est quoi que tu te détends, tu sais, c'est quoi qui te fait un peu lâcher prise? Ben, faut dire que ça, franchement, puis je dis pas, sauf si c'est une tempête telle qui me mettrait en danger mon travail, je pourrais perdre mon job, si je pouvais, jusqu'à se mettre en danger ma famille, ce serait autre chose, là. Pour le reste... Une formule que ça me fait pas impliquer sa différence. C'est-à-dire, ça fait partie de la vie. Des gens m'aiment pas. Bon, c'est parfait, ils m'aiment pas. D'ailleurs, je pense qu'ils sont pas si nombreux que ça. Je le dis souvent parce que, tout récemment, une amie qui est venue me voir à Paris me dit, on prenait un café, elle me dit, comment tu fais pour supporter toute cette haine? Franchement, là, moi, je me sens très aimé. Je veux dire, mis à part les militants de QS, les fédéralistes radicaux, et puis, je sais pas, l'université en sciences sociales est plus fou, là. Globalement, mis à part une petite minorité qui tient le crachoir médiatique, bon, globalement, je me sens en parfait accord avec l'immense majorité de mon peuple, puis ça va bien. Ensuite, que les gens qui ont accès aux médias en profitent, ceux-là qui disent du mal de moi, ça les concerne. Ensuite, pour ce qui est de la détente, là, dans les moments, parce qu'en ce moment, j'écris un livre, et puis quand j'ai terminé parce qu'en fait, la vraie détente pour moi, c'est pas parce qu'on vient de m'attaquer publiquement. Ça fait partie de la vie, je m'en fiche. En fait, j'en plains certains d'entre eux. Il y a des gens qui pensent à moi tout le temps, les pauvres. Mais ils m'insultent 3 fois par jour. Calmez-vous les enfants, vous m'insultez tous les jours. Ça doit être lassant de penser à d'autres personnes, penser à votre mère, penser à votre fille, penser à votre blonde, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, ces gens-là, je les plains. Mais quand je dois me détendre, entre guillemets, comme tout le monde, j'aime revoir les films que j'ai vus 100 fois. Avant de venir ici aujourd'hui, parce que j'ai travaillé ce matin, je sais pas, de 7h ce matin à 15h30, puis ensuite j'ai regardé 1h15 d'un film que je vais terminer ce soir, c'est Les Incorruptibles, The Untouchables, avec Kevin Costner et Sean Connery, qui raconte l'histoire d'Eliot Ness. Ça doit faire 300 fois que je le vois, et j'aime toujours autant le voir pour 2 ou 3 scènes dans le film, et puis je me retape le film au complet pour voir ces 2 scènes-là, tellement je les trouve magnifiques. J'ai entendu dire que t'es amateur de scotch, si tu veux. Ah ouais, ça c'est pas faux, c'est fort agréable. Je veux dire, jamais avant 17h, reformulons. Normalement pas avant 17h. Ouais. Et par ailleurs, on est en vacances, donc la juridiction est encore plus souple. Mais non, j'aime beaucoup. C'est une boisson que j'aime bien. T'as-tu déjà viré une grosse brosse, toi? Quand j'étais beaucoup plus jeune. Quand j'étais beaucoup... Non, mais maintenant, il y a rien que je déteste plus que de pas être en forme pour travailler le lendemain matin. Okay. Si je me réveille le lendemain matin et je suis pas en forme, je suis de mauvaise humeur. Là, c'est même pas mal en tête. Si je suis juste assez poqué pour pas être à mon meilleur quand j'écris. Parce que moi, quand je me lève, je vais à l'ordinateur, puis là, j'écris pendant quelques heures. Si je suis pas en train d'écrire un livre, j'écris ma chronique du jour, j'écris quand je suis en France, mes 2 éditos que je dois faire, plus mes chroniques.
C'est quoi qui t'inspire, justement, pour les chroniques? Globalement, mes exaspérations, soyons honnêtes. C'est-à-dire, il y a une fois, je pense que c'est Benoît Duterte, un écrivain français, qui dit « tout m'énerve ». Bon, moi, pas tout, mais beaucoup de choses. Donc, en fonction de... Il y a des questions de fond. Je suis la question nationale. Dès qu'il y a un événement qui me semble pertinent pour la question nationale, bon... Ensuite, ce que je dirais, les phénomènes idéologiques contemporains, ceux qui m'énervent, c'est-à-dire ceux qui me semblent heurter le bon sens et qui, trop souvent, suscitent une forme de lâcheté chez les commentateurs. J'aime m'emparer de ces questions parce que je les trouve importantes. Il faut que quelqu'un, au moins, sur ces questions-là, hold the line, comme il dirait, donc tienne tête. Puis pour le reste, quelquefois, une exaspération et quelquefois des sujets qui m'amusent, qui sont un peu périphériques, là, qui n'ont pas la même portée existentielle, mais qui, donc, quelquefois, on peut s'amuser. Récemment... par exemple, j'avais revu dans L'avion, la gloire de mon père, un très beau film tiré des œuvres de Pagnol. J'ai fait une chronique sur pourquoi j'avais aimé revoir ce film et ainsi de suite. Donc ça, c'est la part joyeuse de l'œuvre. Okay. Mais non, mais cela dit, encore une fois, je cherche à me dire quelle est la question fondamentale qui aujourd'hui mérite d'être explicitée. On réussit pas toujours, on n'est pas toujours aussi bon qu'on le souhaiterait, on n'est pas toujours à la hauteur, mais l'idée, c'est un travail sur le temps long. OK. Puis, c'est ça, avant que je t'emmène vers là, t'as-tu une anecdote de brosse que tu peux compter ou... Mon Dieu Seigneur! Est-ce que j'ai des souvenirs de cela? Mon Dieu, c'est vague. Mon Dieu, c'est... En fait, c'est un souvenir très approximatif. Ça doit se passer entre le secondaire et le cégep. Et bon, je ne serais pas très original. Je bois trop, je bois vraiment trop, puis je me mets à hurler partout dans les rues d'une petite ville. Vive le Québec libre, vive le Québec libre, vive le Québec libre, en empêchant les gens de dormir probablement, comme un petit crétin que j'étais. C'est comme quoi, genre, même mes bras s'étaient orientés politiquement. Ouais, c'est ça, tu décroches jamais. Non, mais le problème, c'est qu'autour de 15-16 ans, c'est différent, cela dit. Donc je pense que est-ce que j'ai affaire de... Non, ça, quand t'es jeune, toujours un peu crétin, donc là, j'ai souvenir d'avoir hurlé comme ça. J'espère que c'est pas arrivé trop souvent. Toi, ça, à une Saint-Jean, là, que tu vires une brosse, là. C'était. C'est ça, ça devait ressembler à ça. Ouais, non, c'était moi, la Saint-Jean, mais oui, c'était pour une Saint-Jean, c'est vrai, c'était pour une Saint-Jean, je m'en souviens, où j'avais l'air d'un... Je repense à ça, je me dis, quel petit fou furieux. Ouais. Mais globalement, moi, j'aime le banquet. J'adore le banquet, c'est-à-dire rassembler des amis, des copains, et puis là, on mange, on boit, tout ça. Ça, c'est formidable, mais puis la petite ivresse est délicieuse. Ouais, c'est ça. J'ai toujours... toujours... modération. J'aime le verre de plus, mais pas le verre de trop. C'est-à-dire, il y a toujours de la place pour un dernier verre, mais pas pour 10 derniers verres. Ouais. Je parle pour moi ensuite, je veux pas boire à la personne. Il y a des gens qui... moi, ce que j'aime, c'est que le lendemain matin, je veux être capable de travailler. Mais pour le reste, c'est... non, j'aime le banquet. Ça, c'est fort agréable. Ah, c'est ça. Moi, ouais. Mais cela dit, il y a des chansons que j'aime bien. Chansons à boire. Notamment, buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et merde à la reine d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Bon, ça... Ça, j'aime beaucoup. Je pense que c'est la meilleure fin qu'on pouvait avoir. Hey, un énorme merci, Mathieu Bock-Côté. C'est vraiment apprécié. Y a-tu de quoi que t'aimerais plugger avant? Pas pour l'instant. Sinon, y a-tu un livre qui s'en vient? Oui, mais ça, je suis très superstitieux, donc je l'annonce pas tant qu'il n'est pas terminé. Mais oui, retour à la Joute à partir de la fin août. Je crois qu'on est en début septembre, là, donc début la Joute sur TV, sur LCN, l'émission de débat politique qu'il faut regarder au Québec pour suivre l'actualité. Ah ouais, j'adore ça, surtout avec Esli aussi. Là. Oui, Elsie Lefebvre, avec qui j'ai milité chez les jeunes péquistes il y a de cela plus de 20 ans. Donc, on se suit dans la vie. Yes, un énorme merci, Mathieu Bock-Côté. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.